David Dominguez est VC. C'est le genre de métier qui fait la pluie et le beau temps chez un entrepreneur qui veut lever des fonds. Il investit plus de 10 millions par an dans des startups et reçoit des milliers de decks. Son job, analyser un projet et identifier son potentiel. Regarder le profil de l'entrepreneur, mais aussi le potentiel du projet et la cohérence de l'équipe. J'ai voulu l'inviter pour rentrer dans la tête d'un VC. Qu'est-ce qu'il valorise? Qu'est-ce qui sont des points rouges pour lui? Bonne écoute. Alors David, si demain tu devais miser 10 millions sur un seul entrepreneur, sans voir son projet, quelles qualités humaines et stratégiques il devrait absolument avoir? Waouh, c'est... On commence direct. Ouais, dur comme première question. Les qualités, je commence par l'humain. Une qualité de transparence, une qualité de... en fait, il faut que l'échange soit clair, que la personne donne envie de l'accompagner, qu'on sente que l'échange soit fluide. Et la transparence, c'est aussi bien sur le potentiel, mais aussi sur les risques qu'il a vus et sur la façon d'appréhender le sujet. La résilience, en fait, c'est ça qui compte le plus, je pense, dans le monde des startups, parce que il suffit pas d'une idée, il suffit pas d'une bonne exécution. Il y a toujours une part de chance, il y a toujours un momentum. Ouais. Et ça, on l'a pas toujours, on sait pas toujours à l'avance quand est-ce que va être le bon momentum. Au moment où on investit, on pense qu'il est là, mais il peut se passer des millions de choses qui font que le momentum est décalé. Et après, l'ambition. Et on y reviendra, mais c'est pour ça qu'un investisseur vient nous voir pour une levée de fonds. Il faut qu'il y ait une grande ambition. Il faut que le marché soit là. Et pour l'adresser, il faut que la personne ait ses compétences et cette vision qui permet d'adresser cette ambition-là. Et comment alors, on a dit transparence, ambition, résilience. Résilience, ouais. Une genre de clarté d'analyse, le fait de maîtriser. Alors, évidemment, après, il y a faut que la personne soit smart. Alors, c'est un franglais, c'est pas terrible ce mot-là, mais il faut qu'elle ait effectivement bien compris son marché, qu'elle ait pris le temps de l'analyser, qu'elle ait bien compris sur son marché quels étaient les petits points ou appuyer qui étaient hyper pertinents sur lesquels avancer. Mais comment tu mesures ça? Parce que, alors, là, on se remet dans le scénario, tu es dans une soirée, là il y a un entrepreneur, tu discutes avec lui, tu connais pas son sujet, ok, tu connais pas son entreprise, tu es juste sur l'humain et tu te dis, lui, franchement, s'il monte une boîte, je mets autant de millions. Ce serait quoi, quand tu parles de transparence, comment tu sais si quelqu'un est transparent? C'est hyper compliqué à mesurer, tu as des tests, c'est quoi? Ouais, non, c'est pas évident, mais c'est la connaissance, je pense, hyper précise de son marché et déjà de savoir d'où il vient. Qu'est-ce qui fait que cette personne s'est dit à un moment donné, cette problématique-là que j'ai vue, je suis la bonne personne pour l'adresser. Et généralement, très souvent, il y a un parcours, il y a une histoire professionnelle, une histoire de vie, il y a plein de raisons qui peuvent faire que la personne est là au bon moment et c'est la bonne personne pour adresser ce marché. Donc ça, c'est son track record en fait. C'est le track record, c'est hyper important. Donc toi, ce que tu regardes, c'est l'histoire de cette personne, comment elle en est arrivée là. Ouais. Et comment tu mesures une non-transparence? En fait, c'est plein de signaux faibles de l'entrepreneur qui est hyper ambitieux, qui n'arrête pas de dire je vais gagner beaucoup d'argent, ça va être très gros, etc. Mais qui ne l'appuie pas sur des faits, sur des chiffres, sur un track. Et qui essaie de créer le FOMO en fait, chez l'investisseur, qui essaie de créer ce sentiment d'urgence et il ne faut pas manquer, ça va être un coup fantastique, etc. Ça, c'est plutôt des signaux où moi j'évite d'avancer. Et j'essaie de rationaliser un peu chaque étape en me disant que, en fait, la connaissance parfaite... si je prendre un exemple, typiquement, c'est un entrepreneur, alors on ne se connaît pas si bien que ça, mais on a mis un tout petit ticket dans un gros tour de table d'une startup qui s'appelle Joe. Qui permet à partir de courses, à partir de recettes, de faire sa liste de courses automatiquement. C'est génial. Et en fait, j'adore échanger avec le dirigeant, Jacques-Édouard, parce que il part toujours, lui, du macro, de la vision de marché, d'où en sont les acteurs, quelle est la stratégie des gros retailers sur le online, sur comment ils vont distribuer, quelles sont les startups. En fait, il y a toujours cette vision-là
et ensuite pour expliquer comment lui va se positionner là-dedans et quelle est la stratégie que lui va adopter là-dedans. Okay. Et en fait, c'est hyper rassurant parce qu'on se dit, ok, il a tout analysé, il connaît parfaitement les enjeux de chaque acteur sur le marché, les mécanismes, il sait comment chacun va se positionner, et lui, il a trouvé l'endroit où aller, ou la façon d'aller au marché. Ça ne veut pas dire que c'est une clé de réussite, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de pouvoir se projeter quand on a toutes les clés en main. On reste sur le projet, en fait. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que chaque projet est différent, j'imagine. Après, il y a des grilles d'analyse pour dire est-ce que ce projet, le marché est assez grand, est-ce que la rentabilité va être assez forte et tout. Mais dans une entreprise, le CEO, enfin en tout cas le fondateur, ou l'équipe en tout cas, tu peux avoir un super projet et les mauvaises personnes. Ouais. Et donc du coup, comment tu sens que c'est les mauvaises personnes? Derrière moi, j'ai discuté, et je l'ai eu aussi au podcast, il s'appelle Guillaume Athias, et qui a créé un peu ça fait 20 ans qu'il est sur ce sujet des neurosciences et sciences cognitives, et un de ses nouveaux projets, c'est d'aider les investisseurs à mapper comment la personne, elle réfléchit. Donc par exemple, tu vois, moi je lui dis, mais alors moi là, tu dirais quoi à un investisseur? Il dit, David, vous le prenez si c'est un projet court terme où il faut rapidement trouver une solution, il faut être hyper pragmatique, mais si c'est un truc de recherche sur 3-4 ans, vous oubliez. Enfin tu vois, il avait une analyse comme ça très rapide. Je trouvais ça hyper intéressant, et je pense que moi j'ai un peu un peu un fantasme, tu vois, des gens qui sortent de grandes écoles et qui sont à la fois hyper carrés, savent analyser les chiffres, et en même temps des super bons managers, des leaders d'hommes, et en même temps des gros visionnaires. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils cumulent tout. En tout cas, quand je regarde les gens, et quand je rencontre quelqu'un, je me dis, lui, j'investirais de l'argent. C'est un peu ça que je cherche, tu vois. C'est rare qu'une personne cumule toutes les qualités. C'est pour ça que généralement les investisseurs, en tout cas les fonds d'investissement, aiment bien regarder les équipes, et qui est pas un solo founder, mais plutôt une équipe de 2 ou 3 pour avoir des profils un peu complémentaires, même si ça exclut pas qu'un solo founder peut être hyper intéressant. Mais comment on évalue ça? Comme on l'a dit, le track record est hyper important. Qu'est-ce qu'il a fait avant, et comment il en est arrivé là, et de regarder son parcours. On fait pas mal de prises de référence aussi pour savoir les gens avec qui cette personne a interagi, comment ça s'est passé. On appelle. Et parfois, tu as des décalages entre ce que la personne a raconté et... Des gros décalages, non. Des décalages de perception, oui. Ça, on y arrive. Plutôt sur le produit et la solution que sur la personne en général. Donc on regarde le track record, et ensuite effectivement pour être entrepreneur, en fait c'est tellement dur, il y a tellement peu d'élus, surtout quand c'est des entrepreneurs, des startups qui lèvent des fonds. On se met en risque quand on lève des fonds, on se met en risque parce qu'on veut aller très vite sur un marché très gros qu'on veut adresser, et donc il y a la pression de l'argent, de gérer l'argent derrière, de vite recruter, de vite délivrer, et donc on fait attention à plein de trucs. Typiquement, on va regarder aussi ce qui a été fait jusqu'à maintenant sur la boîte. Ça peut être 3 fois rien, mais on va regarder l'attention aux détails. Est-ce que la présentation qui nous a été transmise, est-ce qu'elle est designée? Est-ce que il y a des fautes d'orthographe? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce que les messages sont hyper clairs? On se dit, si les messages sont pas clairs d'entrée, si on n'a pas compris, sur les 5 premières secondes, on a ouvert le slide, si on n'a pas compris ce que la boîte voulait faire, ce qu'elle adressait, c'est que le truc n'est pas assez clair. Donc c'est tout ça, cette attention aux détails dès le début, en se disant, ok, en très peu de temps, il a réussi à faire pas mal de choses, avec une grosse attention aux détails, il sait gérer des équipes, ou en tout cas, il va savoir gérer parce qu'il fait attention aux autres, parce qu'il n'est pas dans un monologue non-stop. Typiquement, on aime bien les fondateurs qui prennent le temps, au départ ou à la fin de la réunion avec l'investisseur, de nous demander qui on est, ce qu'on fait, et de savoir qui est la personne en face de lui. Un fondateur qui débite son discours de A à Z et à la fin nous dit « j'ai besoin de 2 millions d'euros », ouais, c'est cool, mais si tu t'es pas intéressé à la typologie d'investisseur, parce que chaque investisseur a un profil particulier, si tu t'es pas intéressé à la personne en face de toi... Ça arrive souvent, ça? Ah ouais, ça arrive souvent. C'est marrant, moi c'est un des sujets, je pense qu'un jour j'ai envie de me former là-dessus, c'est la questionologie, et je remarque
en tout cas moi, si je devais dire un truc qui m'a le plus servi dans mon parcours, c'est le fait d'être un gros poseur de questions et que en gros dans le business, ça sert de fou de poser des questions. Et moi, je suis toujours, pour aller dans ton sens, alors je suis pas investisseur, mais je suis souvent surpris par les gens qui n'ont aucune capacité de se dire, en fait là, je viens de parler pendant X temps. Et je sais même pas qui j'ai en face de moi, et j'ai même pas essayé de créer une connexion, ni essayé de puiser de la valeur. Ouais, bah, c'est ce que donc tu viens même de dans dire. ton domaine, ça c'est important. Et ça reste un process de vente, hein, une levée de fonds. Donc, il faut créer du lien, il faut connaître ton interlocuteur, il faut savoir sa façon de penser, ses envies, sa stratégie d'investissement, qu'est-ce qu'il a fait, son track record aussi. Et si tu poses pas de questions, si tu t'es pas renseigné sur lui avant, bah, tu fais un pitch dans le vide, quoi. Tu fais un truc un peu standard qui est pas adapté à l'interlocuteur que tu as, et ça marche pas. Je me souviens d'un rendez-vous des plus malaisants que j'ai fait en termes de business. J'étais avec mon associé, ex-associé, et on a deux personnalités complètement différentes. Et lui, il est plutôt, je vais leur en mettre plein la vue, je vais le noyer d'informations pour qu'à la fin, ils se disent, oh putain, là, j'ai un gros expert en face de moi. Moi, généralement, c'est tout l'inverse. Je me dis, en fait, il faut que j'arrive à cerner la personne que j'ai en face de moi et on verra. Et en gros, je me fais embarquer dans ce rendez-vous-là, une personne qui pèse des milliards. Et on est là, on présente en tout cas, on nous avait demandé de présenter un projet. Lui, il déballe sur l'écran comme ça. Voilà. Et la personne dit, non mais vous n'avez pas une version papier là parce que l'écran, moi j'ai besoin de prendre des notes. Déjà, le truc, tu sais, genre il te déstabilise, tu t'attends pas à ça. Et puis du coup il continue. Puis après un moment, la personne dit, mais vous l'avez lu le livre sur lequel on devait faire une grosse campagne sur un bouquin? Gros malaise. Tu sais, il y a un gros malaise. Mon associé dit, oui, c'est bon, on l'a lu le livre. Moi j'ai pas du tout lu le livre. Gros malaise. Et en fait à un moment on se dit, là c'est cuit. En fait, il écoute rien parce qu'en tout cas tout était sur l'ordi. Et du coup là je passe en mode question. Et là le gars était trop content, il avait envie de raconter sa vie. Et je remarque en fait que parfois faire parler les gens, c'est même plus efficace parce qu'en fait ils donnent leur regard sur la situation, ils se sentent écoutés et ils se disent ok, lui il va écouter mes conseils. Mais après je sais pas si dans le monde des investisseurs c'est pareil, c'est pas plutôt perçu comme une faiblesse en mode oh il sait pas vraiment où il va. Moi c'est vraiment une question que je me pose. C'est pas une faiblesse du tout, que la personne s'intéresse. Je dis, déjà tu crées du lien avec la personne, c'est intéressant, c'est toujours valorisant. Quelqu'un qui te pose des questions, qui s'intéresse à ce que tu fais, c'est toujours un élément valorisant. Et après, tu te dis non, c'est la curiosité. Ouais, je ne l'ai pas cité tout à l'heure dans les qualités, mais c'est hyper important aussi. Quelqu'un qui est curieux, qui a envie de comprendre les autres, comprendre le domaine, comprendre la façon dont on investit. C'est hyper important. Et je pense que quand tu déroules ton truc de but en blanc, sans adapter le contexte, la personne, en fait, il y a 9 chances sur 10 pour que tu tapes à côté. Et donc, tu as perdu ton temps et le temps de la personne. Donc, ce serait quoi les bonnes questions là, quand tu es en train de pitcher, tu as ton rendez-vous? C'est quoi? C'est au début? C'est en milieu? C'est vers la fin? Bah, idéalement au début. Comme ça te permet d'adapter le discours. Donc ça va être quoi comme question? Est-ce que vous avez lu le pitch? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, alors si tu commences en demandant, en challengeant la personne, tu la mets tout de suite dans une position un peu défensive. Non, c'est plutôt... le mieux, c'est... ah oui, j'ai vu que vous aviez investi dans telle boîte qui se rapproche de la mienne. Pourquoi vous avez investi dans telle société? C'est quoi vos critères d'investissement? Ah oui. L'idée, c'est de scanner la personne, quoi. La faire parler d'elle. Ouais, la faire parler d'elle, scanner, je sais pas, mais en tout cas, c'est de comprendre quel a été son rationnel d'investissement sur des exemples qui peuvent se rapprocher de ton entreprise et d'essayer de se positionner dans la roue de ces trucs-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose de plutôt bien et de trouver aussi des éléments de réassurance en disant bah, tu as investi dans telle boîte, je connais bien les fondateurs, je connais bien le sujet. Tu vois, on a des liens en commun, tu commences à créer une proximité et des éléments de réassurance. Okay. Quand tu connais pas l'investisseur, bah, ouais, c'est pas facile d'investir dans une boîte dont tu connais pas la personne. Si tu commences à dire, il y a des personnes de confiance qui te connaissent et je suis finalement dans le même cercle de confiance, tu crées tout de suite une proximité Est-ce que ça, c'est une... Alors, c'est souvent perçu comme quelque chose de très négatif. Moi, je le trouve pas, mais
cette dimension d'entre-soi, tu sais, un peu il fait partie des alumni de telle école, de tel réseau. Est-ce que ça, c'est une réalité en mode quelqu'un qui débarque, je sais pas, il est habillé en rasta, il vient mais son projet déglingue, il a un track record, mais il vient pas du tout des réseaux que vous avez identifiés. Est-ce que c'est vraiment très négatif? C'est un peu, aujourd'hui, on voit, c'est Bourbon, comment il s'appelle Anthony Bourbon. Ouais, lui, il joue vachement sur ce truc-là, en mode, je viens de nulle part, je les ai tous déglingués. Tu vois, il a un peu cette histoire-là. Toi, c'est quelque chose que tu vois quand t'es pas du milieu, c'est compliqué? C'est pas évident. Les personnes qui viennent du milieu, elles ont les codes, ou elles apprennent les codes. Et mine de rien, les investisseurs ont tous plus ou moins des façons d'investir assez similaires, assez standards. Ça veut pas dire qu'on regarde pas des projets atypiques. Dans le monde du VC, ce qu'on dit, c'est que les meilleurs retours sont faits par des startups qui étaient contrariennes, c'est-à-dire que peu d'investisseurs voulaient y aller, mais ceux qui y sont allés, ils y sont allés avec une énorme conviction. Et c'est souvent les meilleurs cas. Mais les identifier, ces cas-là, c'est très difficile. Et je te dis, on revient toujours à la base des qualités qu'on veut. C'est quelqu'un qui bosse, qui est résilient, qui est hyper focalisé sur le produit, sur le service, sur l'attention portée au client, qui est dans l'échange, dans l'écoute. Mais ça, c'est des codes. Quand quelqu'un il vient d'un certain milieu... Ça, c'est des qualités humaines. Ça, voilà. Mais quand tu dis, il a les codes, ce serait quoi ces codes? Les codes, c'est de contacter les investisseurs par un réseau similaire. Okay. Donc, c'est rare qu'on ait investi, je pense qu'il y a très peu de cas, où on a investi dans un projet de quelqu'un qui nous a contacté comme ça, via un code d'email de but en blanc. Ouais. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en gros, le premier code, donc si je t'entends, c'est OK, je veux rentrer en contact avec David Dominguez, je regarde sur LinkedIn, c'est qui les gens en commun, et là j'ai François Leborgne, ils étaient étudiants, vous étiez étudiants ensemble, je le contacte, je dis ouais, tu te souviens, on a fait un projet ensemble, est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec David? Et lui il va t'écrire en disant ouais, il y a un gars, c'est un ami, on a fait un projet ensemble, franchement ça vaut vraiment la peine, il faudrait que il voudrait échanger avec toi. Ah, ça c'est un premier filtre, en fait c'est un premier lien de confiance, parce que si une personne que je connais, que je valorise, m'envoie un projet, c'est déjà une première étape intéressante. Ça veut dire qu'on a, on a potentiellement, je sais pas, des valeurs similaires, on a potentiellement, il a été considéré, son projet a été considéré par une personne que je valorise, donc ça vaut le coup que je regarde. Ça veut pas dire qu'il va passer toutes les étapes, mais ça vaut le coup que je regarde. Donc ça c'est le premier code. Ça c'est un code, c'est tu rentres en direct. Et en fait on en a déjà des dizaines et des dizaines comme ça. On reçoit à peu près 400 opportunités par mois. Wow. Pour, en moyenne, une, voire moins d'investis. Donc en fait, le taux de filtre est important. Et sur ces 400, c'est quasiment c'est jamais via la boîte contact du site. Si, non, sur les 400, je sais pas, il y a peut-être un tiers via la boîte contact, un tiers qui sont par recommandation, par le réseau. J'ai pas les stats là-dessus, c'est comme ça. Mais non, ce que tu disais dans tous les projets dans lesquels vous avez investi, ça vient d'une mise en relation. Ça vient d'une mise en relation, ou alors c'est des projets qu'on est allé chercher. Okay. Ou des trucs qu'on a identifiés, des profils qu'on a identifiés sur LinkedIn ou autre. Donc c'est un premier code, le fait de réussir à servir du réseau. Ouais. Moi c'est marrant parce que par exemple c'est un truc que je vais le dire un peu comme ça, j'ai honte de faire. Pourquoi? Parce que en fait, je demande un service à quelqu'un de me mettre en relation. Et en fait, c'est comme si... En fait, je me dis, mais déjà, moi, j'aime pas qu'on le fait avec moi. Tu pourrais me mettre en relation avec un tel. Tu sais, je me sens un peu utilisé parce qu'en fait, je le connais pas, ton projet. En fait, ça va me demander du temps, même si je te connais bien. Alors, à part, c'est vraiment un super bon pote. Et tu vois, commercialement parlant, pourtant, j'ai passé mon temps à vendre. J'ai jamais utilisé cette technique-là. Parce que émotionnellement, je me dis, mais... J'ai pas envie de demander un service. Ouais, mais là, tu pars du principe que le projet n'est pas bon. En réalité, si la personne t'a convaincu sur son projet et que toi-même tu le trouves génial, en fait, tu vas être valorisé toi-même de le pousser à des investisseurs ou à d'autres. Donc c'est un premier filtre alors. C'est un premier filtre. Ok. Ce serait quoi les autres codes alors? Parce que tu as dit, en fait, quand ils viennent de ce réseau-là, il y a des codes. Un second code, c'est le type de présentation qu'on reçoit.
Il y a des codes, je te dis, de design, de deck avec un certain nombre un framework de voilà si la problématique que j'adresse, voilà la solution que j'ai trouvée, le marché que je peux adresser, mon go-to-market. Et en fait, ce truc-là doit être déroulé d'une certaine façon. Alors, il y a toujours plein de variantes possibles, mais il faut que le pitch soit relativement clair, compris en quelques minutes, où l'investisseur doit se dire ah ouais, waouh, il y a un truc. Et ça, tu l'apprends dans les écoles de commerce ou les. Je sais pas, dans les écoles, dans les incubateurs, les accélérateurs, t'as pas mal d'endroits maintenant où tu peux apprendre ce type de trucs, mais tu peux l'apprendre sur Internet, même s'il n'y a pas tant de vaut mieux pour quelqu'un, un entrepreneur. Alors, il y a plein de profils d'entrepreneurs, mais moi, je me considérerais plutôt dans la catégorie de j'ai pas envie de faire comme tout le monde. C'est plutôt pas une bonne idée, quoi. C'est-à-dire, vaut mieux reprendre un modèle comme tout le monde, mais juste au sein du cadre, il faut éblouir, quoi. Tu peux faire des choses qui sont pas comme tout le monde, mais il faut trouver le bon angle et il faut peut-être prouver 2 fois plus que quelqu'un qui arrive par la voie classique. Ce serait quoi les autres codes alors ? Dans les autres codes, je dis, bon, c'est la posture lors du premier échange. C'est d'être dans un échange et pas juste un pitch récité. Ça, on en a parlé. Les autres codes... Est-ce que le code culturel... Enfin, moi, je pense à des personnes dans mon parcours qui, pour moi, étaient vraiment dans les codes, tu vois, école de commerce, bonne famille. Ça me fascinait toujours, les réseaux qu'ils arrivaient à activer... mais il y avait toujours fans de bateaux, la montagne. Enfin, tu avais quand même des codes, même en termes vestimentaires, en termes de hobby, en termes de... Il y avait quand même c'était une population, quoi. Où ils allaient en vacances, les références. Et puis, tu avais presque l'impression que c'était une énorme famille, quoi. Ça, c'est un truc qui se ressent ? Ça se ressent un peu, ouais. Ça se ressent un peu, clairement, que certains groupes, certaines personnes sont bien introduites, sont déjà dans les réseaux, donc l'accès est plus facile. Et mine de rien, si tu dis que l'accès est plus facile aux investisseurs, ça le sera peut-être aux clients, ça sera peut-être le cas aussi pour trouver les meilleurs talents, pour recruter, pour accéder à certains deals, à certains trucs un peu particuliers. C'est un biais assez énorme, qui est difficile c'est difficile d'aller contre ça. Mais encore une fois, je te dis, les meilleures opportunités, les meilleurs deals qui ont été faits sur justement des profils très atypiques d'entrepreneurs qui n'avaient pas fait de les codes ou qui créaient des choses un peu hors des sentiers battus. Et est-ce que quand tu reçois comme ça un projet, est-ce que tu vas checker ses réseaux sociaux ? Est-ce que les investisseurs font ça aussi ? Ouais, bien regarder, sûr. Ouais, on check, on essaie de comprendre qui est la personne, donc on check les réseaux sociaux avec qui elle est connectée, quelle relation on a en commun, qu'est-ce qu'elle a fait avant, par où elle est passée. C'est quoi les trucs à surtout pas faire sur ces réseaux sociaux ? Tu sais, je pensais par exemple, il y a quelques années, je sais pas si tu te souviens, c'était un ministre de la communication et en l'espace de 2 semaines, il y avait des photos de lui en soirée en train de fumer des joints, tu sais. Il s'était fait virer, tu te souviens de ça ? Je crois que c'était un des premiers sous Macron, tu sais, il avait dû prendre un de ses potes et en gros, il avait une vieille photo Facebook qui traînait. Parfois, je me dis putain, il faudrait vraiment que je trie le filtre. Tu sais, après, on sait faire la part des choses. Hein. On a tous fait des soirées où on s'est amusé, où on a fait des conneries. Bon, certaines sont peut-être encore sur le net, d'autres pas. Donc, il faut faire la part des choses entre c'était un truc un peu un moment voilà, à un moment donné, mais sinon la personne est quand même sérieuse dans son boulot et dans ce qu'elle a envie de faire et elle y croit vraiment. La personne est trop à la cool et en fait elle est en train de nous vendre du vent et en fait dans 3 mois, si le projet a pas pris comme elle voulait, elle passera à autre chose parce qu'elle est en train de changer toutes les 5 minutes d'idées et est-ce que la dimension famille, il y a un point positif ou négatif ? Si le gars il a des enfants, tu dis ouais non, il arrivera pas à faire des semaines de 60 heures. Au contraire, tu dis c'est quelqu'un de responsable. Vous regardez la dimension familiale ? C'est pas évident, on la regarde pas tant que ça, mais effectivement, quelqu'un qui a une famille, on se dit c'est quelqu'un qui est posé, qui sait se projeter à long terme. C'est plutôt rassurant en termes de valeurs.
Et plutôt... Ben, contrairement à ce qu'on croit, les entrepreneurs qui réussissent le mieux, je crois que la moyenne des entrepreneurs qui ont monté des licornes ou des boîtes qui sont valorisées aujourd'hui plus de 100 millions, il me semble qu'elle est à 45 ans. Et donc, c'est pas le petit jeune qui sort d'école, contrairement à ce qu'on pense. C'est plutôt une personne qui a déjà un parcours, qui est déjà posé, qui connaît le monde de l'entreprise et qui a généralement une vie de famille. Et c'est dans ces cas-là qu'on optimise les chances de réussir. Donc, le fait d'avoir une famille en tant que telle, c'est pas un signal qu'on sait forcément interpréter. Mais en tout cas, c'est pas un mauvais signal et c'est même plutôt rassurant de se dire que la personne est dans un environnement posé. Moi, je dirais que ça peut aller dans les deux sens, que ça peut être soit, en fait, il va mettre en danger sa famille et du coup, ça va lui prendre la tête de fou s'il est à un projet où il va devoir bosser comme un chien. Enfin, moi, quand je repense à mes débuts, tu bosses comme un fou furieux, quoi. Beaucoup de rendez-vous. Ou à l'inverse, ça va vachement le stabiliser parce que son conjoint va être derrière, va le soutenir, il va avoir du soutien émotionnel, un endroit ou un sas ou décompresser. Moi, je pense que ce serait un élément, si j'étais Vici, j'analyserais. J'ai discuté dernièrement avec un ami entrepreneur. Alors lui, il investit dans des projets, mais c'est pas du tout, c'est son argent personnel. Et il y avait deux choses qu'il regarde à chaque fois. C'est vraiment la dynamique de couple. Tu vois, est-ce que le soutien, enfin le conjoint qui est pas dans l'aventure, il est derrière ou pas? Tu sais, il essaie toujours de faire un déj pour se dire la dynamique, tu vois. Est-ce que la personne va faire, oui, bon, tu sais, genre un peu méprisant, au contraire, elle est à fond. Est-ce que tu sens qu'en fait, elle en a rien à faire et il faudra pas qu'elle vienne l'embêter? Et puis pour lui, le deuxième élément, c'est la stabilité financière de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'elle va prendre des décisions parce qu'il faut manger à la fin du mois et dans ce cas-là, en fait, elle va être sur du très court terme. Est-ce qu'elle a besoin de ça pour manger ou pas? Et pour lui, ça va être un élément important de se dire la personne, elle n'a pas besoin de manger de ce projet-là. Alors, du coup, elle va prendre des décisions plus rationnelles. Moi, je sais pas si je pense ce point-là. Moi, j'ai toujours eu besoin d'un putain de coup de pression financier pour en sortir. En fait, le deuxième point est pas évident parce que si tu commences à dire que la personne n'a pas besoin de ce projet, à la fois, c'est comme ça que la plupart des gros projets ont été créés parce que justement, les personnes avaient le temps, elles avaient les moyens, etc. Et même quand tu regardes aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sont issus de Polytechnique, d'HEC, etc., de boîtes un peu successful, et c'est des gens qui étaient déjà la plupart du temps bien nés, donc qui avaient peut-être moins cette pression, qui avaient une pression de réussite sociale, de démontrer, mais pas forcément la pression financière à court terme. Mais tu crées un énorme biais en faisant ça, et je pense que tu as des entrepreneurs qui, au contraire, ont besoin de ça, et donc vont se donner 10 fois plus parce qu'elles ont besoin d'aller chercher la monétisation, etc. Donc, je ne saurais pas trop comment l'interpréter. Et après, la dynamique de couple, en fait, c'est intéressant. J'avoue que j'ai pas souvenir. Alors, quand il y a un couple cofondateur, c'est arrivé. On regarde évidemment quels enjeux. C'est toujours un peu dangereux, mais là, on est en train d'investir dans une boîte où les deux fondateurs sont en couple. Tu sais que ça fait partie du risque de l'aventure. Et donc il faut le prendre en compte, mais sinon c'est pas évident, c'est rare qu'on rencontre ou qu'on demande à rencontrer les conjoints. Je te dis, on regarde beaucoup le track record de la personne, et donc évidemment, entrepreneur, tu bosses énormément, mais si la personne dans son parcours de vie a pas déjà eu des expériences où elle a énormément bossé, déjà c'est un mauvais signal. J'avais entendu Oussama dans une de ses vidéos qui m'avait fasciné, où il dressait un portrait des gens qui venaient dans l'incubateur. Il disait souvent c'est des gens qui prennent un chômage, tu sais, ils quittent leur boîte, ils ont 2 ans devant eux, ils sont à la cool, tu sais, ils mettent le mot entrepreneur, ils se la racontent partout, et puis en fait à 2 mois avant la fin du chômage, d'un coup ils se mettent à se réveiller, et c'est là où ça passe ou ça casse. Et ça, je l'ai remarqué souvent, que c'était une période où les gens se réveillaient en fait dès que le chômage était fini. Bon, maintenant on arrête de rigoler, on arrête de peaufiner, et
mine de rien, le stress financier, c'était un énorme levier, quoi. C'est un énorme levier. Et le chômage, en fait, mine de rien, Pôle emploi finance énormément de cette période d'idéation d'entrepreneurs. Et arrivé au bout de cette période, c'est là que les entrepreneurs font appel aux levées de fonds pour pouvoir se rémunérer derrière et pour pouvoir avoir un salaire. Parce que une personne qui n'est pas confortable financièrement, qui n'est pas à l'aise dans son quotidien, pourra pas être focus sur sa boîte. Donc nous, on préfère, au moment où on investit, se dire que la personne a une stabilité financière et a les ressources via cette levée de fonds alors, qui permettent de vivre correctement, hein, qui assurent le minimum vital de son quotidien, plutôt que de se dire la personne doit se donner 2 fois plus pour courir après l'argent, je sais pas quoi. Enfin, ça crée trop d'instabilité. Nous, voilà, c'est quoi les tranches de salaire d'un entrepreneur? Quand tu dis ça, c'est cohérent. Ça dépend de pas mal de trucs. Ça dépend de l'expérience de l'entrepreneur. Ça dépend effectivement s'il a une famille, s'il sort d'école, etc. Ça, tu prends tout ça en compte? Ouais. On prend tout en compte. On regarde. Généralement, la demande vient d'eux et on regarde si elle est cohérente ou pas. Et c'est quoi à peu près une tranche? En seed, donc au premier tour de table, quand on démarre, qu'on a l'idée et déjà quelques premiers clients, la tranche c'est entre 50 et 80. Ok. Ça fait combien en net, ça? En net, je dirais que ça doit faire entre 3000 et 6000 net, je pense, ou 5000 net. Ouais. Ok. Et après, à la série A, donc des montants levés supérieurs à 5 millions d'euros, là pareil, ça dépend beaucoup du profil, mais c'est entre 80 et 120, 130 cas par an. Mais voilà, ça dépend beaucoup du profil, de l'histoire de l'entrepreneur. Est-ce qu'il a déjà monté une boîte, qu'il a revendue et donc il a peut-être moins besoin de salaire, mais il faut quand même assurer son quotidien et valoriser quand même le travail qui est fait. Ou est-ce que c'est un jeune qui a maintenant des responsabilités et qui a peut-être un peu plus de latitude sur... Ok. Voilà. On a parlé de l'élément famille, un peu l'élément financier. Moi, j'avais beaucoup entendu aussi que la dimension d'équipe, tu disais c'est mieux quand c'est plusieurs associés. C'est quoi que tu regardes dans la dynamique au sein des associés? Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'un des éléments, une des causes principales d'échec de start-up, c'est l'embrouille entre les associés. Donc, comment tu anticipes ça? L'embrouille entre associés arrivera pratiquement dans plus d'un cas sur deux, même quand ça se passe bien au début, au bout de quelques années, parce qu'il y a des alignements de vision, de façon de faire. Et donc, on a énormément de nos sociétés en portefeuille dont un des cofondateurs est parti en cours de route. Ça arrive pratiquement tout le temps. Enfin, pratiquement tout le temps. Très souvent, en tout cas. Donc, la façon dont nous, on l'analyse, c'est toujours bien quand les 2 personnes ou les 3 personnes se connaissaient déjà avant. Ont des parcours un peu similaires de vie qui font qu'ils sont arrivés au même endroit, la même ambition, à vouloir s'aligner sur le même projet. La complémentarité, généralement, elle est... y en a un qui est plutôt sur le commercial, plutôt avenant, plutôt à créer du lien, plutôt à pouvoir avoir des capacités managériales, et l'autre personne plutôt technique, a des compétences de développer ou gérer des équipes techniques, etc. Ça, c'est plus facile à matcher. Et on va regarder aussi l'ambition de chacun et le stade de vie. Évidemment, si tu as une personne qui est déjà installée en couple avec des enfants et l'autre démarre à peine, c'est pas évident. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont rencontrés dans un startup studio ou dans un incubateur où il y avait besoin de matcher 2 personnes pour créer un projet. C'est pas rédhibitoire, mais c'est pas toujours évident parce que est-ce qu'ils sont allés sur le même projet parce qu'ils avaient une vision commune, ou est-ce que c'est un peu par défaut, ils voulaient vraiment absolument chercher un projet et lancer un truc, et comme tu disais, ils arrivaient à la fin de leur pôle emploi et c'est le truc le mieux qu'ils aient trouvé jusqu'à maintenant. Donc
Ça, c'est un signal. Et après, c'est la dynamique lors des échanges. Moi, je me souviens d'un projet avec deux cofondateurs, un homme et une femme. C'était donc la femme qui nous avait contactés, avec qui on avait créé le premier lien, on va dire. Et le premier pitch un peu formel se fait avec les deux. Et c'est lui qui parle non-stop tout le temps. Et elle essaie d'intervenir de temps en temps pour, en plus, amener des trucs qui étaient assez à valeur ajoutée. Et à chaque fois, il l'a coupé pour parler. Et là, ouais, c'était clair que c'est le type de projet où on va pas, où tu te dis... la fille était mise de côté complètement, lui il voulait prendre toute la place, il la laissait pas intervenir. Est-ce qu'à l'inverse, moi je crois que ce truc-là, je l'ai entendu très tôt. Et moi, je l'avais appliqué quand je faisais des pitchs, mais plus de vente, tu vois. Et j'essayais souvent de laisser de la place à la personne qui était à côté de moi en me disant sinon je vais passer pour le mec qui prend toute la place. Mais souvent, je les trouvais pas super pertinents, tu vois. Et je savais pas si ça me desservait plus qu'autre chose. Parce que souvent, en fait, quand on est le vendeur, quoi, celui qui a la vision, on réagit, on construit le scénario dans notre tête qui est en train de se mettre en place en direct. Et la personne, on emmène le technicien ou la personne qui va avoir une vision plus froide des choses, qui va répondre à des questions, mais je savais pas si c'était positif ou négatif, en fait, de vraiment me forcer à dire ok, ça c'est ta partie, toi comme ça tu la prépares. Et si tu emmènes une personne, il faut la faire intervenir, sinon ça sert à rien. Tu vois, si c'est juste pour la montrer, je pense que ça aussi c'est toujours un signal où tu dis il y a deux cofondateurs, il y en a un qui est venu, mais bon, il a pas dit un mot, il a fait un peu pot de fleurs. Ouais, il a rien amené à l'histoire, quoi, finalement. Donc si tu amènes la personne, c'est que tu te dis qu'à un moment donné, elle doit pouvoir répondre à des types de questions. Si c'est une personne plutôt technique, comme tu disais, il faut qu'elle amène cette caution technique. Alors moi, je challenge, je pose des questions. Alors, il se trouve que j'ai un background d'ingénieur, donc je connais plus vraiment en détail et c'est assez en surface, mais ça me permet juste de voir et de tester pour voir est-ce qu'à ce moment-là c'est la personne plutôt technique qui prend la parole ou même le fondateur en fait connaît parfaitement le sujet et de voir comment ça se passe. Et moi j'attends pas que la personne technique soit hyper vendeuse, hyper claire, etc. mais et quand même un peu de recul et un peu de vision de l'infra du produit qui va être construite, sache où elle va. Okay. Et ça me suffit, en fait. C'est quoi les raisons principales de désunion d'associés? Quand on dit que tu disais que ça arrivait quasiment à chaque fois, c'est quoi les différentes raisons que tu vois apparaître? Ouais, il y a beaucoup de raisons. J'ai l'impression que chaque cas est un peu... il n'y a pas de grande catégorie? Il y a par exemple la boîte grossit. Il y a un des deux associés ou un des trois qui suit plus le rythme, qui était bien au début quand il fallait lancer l'idée et ça marche plus après. Il y a l'associé qui finalement était très bon pour lancer l'idée, pour avoir l'énergie du départ et qui finalement trouve pas sa place dans l'organisation. Souvent ça on le voit quand il y a trois associés au départ. Il y en a un finalement... Ça matche bien entre deux et c'est assez fluide entre deux et le troisième se sent un peu à l'écart. On a vu des cas où c'est la vision qui marchait plus. Au départ, on s'était lancé pour construire tel truc et finalement on a pivoté en cours de route et on part sur autre chose. Et cet associé n'avait pas envie d'aller là-dedans, se sent plus dans ce qui est fait au quotidien. Se reconnaît pas dans c'était pas tout à fait pour ça qu'elle avait signé. Donc il y a un dernier truc, c'est le désalignement d'intérêts financiers. Et en fait les fondateurs ont en gros deux trucs qui les fait vivre. Il y a le salaire à court terme et les parts qu'ils ont dans l'entreprise, mais là qui se valorisent à plus long terme. Et certains se disent finalement, quand tu es entrepreneur, le salaire que tu as n'est pas tout à fait le salaire que tu aurais en tant que salarié dans une boîte. Mais tu te dis toujours, il y a ce package que représentent mes parts au capital de la société qui pourrait être valorisé plus tard.
Mais à un moment donné, tu as la pression, comme peut-être, c'est un truc dont tu parlais tout à l'heure et qu'il faudrait qu'on regarde plus, mais c'est la pression de la structure familiale, la pression des besoins perso qui fait que, en fait, j'ai besoin de beaucoup plus à court terme, et tant pis pour le projet, pour la valeur départ et pour le projet, ouais. Ça, j'avais entendu mon actionnaire, il disait souvent, sa question numéro 1 quand je l'avais au téléphone, c'est comment ça va avec un tel, avec mon premier associé, est-ce que vous êtes aligné? C'est toujours sa question. Et les moments où il y avait des flottements, il dit, tu sais, c'est le plus grand classique, c'est il y en a un qui va acheter une maison, il y a la pression, il y a le conjoint qui dit ouais, il y en a marre, tu donnes beaucoup trop, là on prend cher, on habite Paris, ou je sais pas trop quoi, il faut que pense un peu à la famille. Et là, c'est le moment où il y en a un qui commence à venir en mode les gars, il faut qu'on revoie un peu les choses. D'ailleurs, en parlant justement de ce sujet de la rémunération, moi, à deux niveaux, j'ai toujours été avec les gens qui je me suis associé en mode allez, on calcule pas, on s'en fout, on y va, on verra bien, et sur un pied d'égalité. En mode on est payé pareil, on a les mêmes avantages, on y va à fond. Mais je remarque que c'est pas évident. Parce qu'en fait, on a des niveaux de pression qui sont pas les mêmes, on se comprend pas. Forcément, moi, c'était du déplacement, donc beaucoup de sacrifices pour la famille, une pression financière, donc devoir ramener l'argent tous les mois, devoir être en visu dès que les équipes elles faisaient de la merde, c'était moi qui étais là, qui prenais l'opprobre, tu vois. Ouais. Voilà. Mais à l'inverse, un de mes associés, lui, il prenait d'autres pressions. Il devait gérer toutes les finances comptables ou quoi. Et en fait, moi, je m'étais dit, je comprends pas son monde, on va partir du principe qu'on prend la même pression. Mais avec le temps, c'était pas évident, parce que lui, à des moments, il avait l'impression de prendre plus cher, et à des moments, moi, qui prenait plus cher, et ça s'est bien passé. Avec le temps, on a dû apprendre on a appris à s'équilibrer. Notre troisième associé était encore plus commercial que moi. Lui, par contre, ça le saoulait de ouf. Tu vois, non, moi, je devrais être beaucoup mieux payé que vous, et tout ça. En fait, ouais, tout le monde ne ramène pas la même valeur. Et comment tu l'emmènes ça? Parce que tu vois, nous on était partis de rien. Donc en fait, pied d'égalité. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis dans une nouvelle saison où j'ai pas mal d'opportunités pour m'associer avec des gens ou quoi. Et en fait, c'est comme si je veux plus revivre ça. En mode, allez, on est tous sur le pied d'égalité. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire le gars qui se la raconte. Tu vois, ouais, moi je vaux ça. Toi, en fait, tu vas gérer ça et ça. Ça, ça vaut ça, tu vois. Et du coup, j'assume moi, mais en même temps, au fond de moi, je suis dans cette tension, tu vois. Ouais, en fait, les sujets de rémunération sont pas évidents entre fondateurs. Et au départ, je pense que c'est bien quand les personnes ont des profils un peu similaires, même âge, etc., d'avoir des salaires alignés. Mais rapidement... typiquement un commercial, si tu me dis qu'il y en a un qui est commercial, il faut qu'il ait du variable. Tu peux pas avoir un commercial qui a pas de variable. Par contre, celui qui gère les finances, qui gère l'opérationnel, c'est moins important. Il doit avoir peut-être un fixe un peu plus élevé parce qu'il a la pression quotidienne, avoir plus de stabilité, évidemment du variable, des bonus sur l'opérationnel, mais qui n'est pas autant que le commercial qui doit aller chercher. Et le dirigeant, c'est pas forcément celui qui doit être le mieux payé. Mais à un moment donné, quand il passe certaines étapes de levée de fonds, de rentabilité de la société, de croissance, etc., son salaire doit être aussi en rapport avec la taille de l'entreprise qu'il gère, la pression qu'il gère. Tu as des benchmarks pour ça, tu as quelques boîtes maintenant qui te donnent des benchmarks en fonction du poste, en fonction du profil, quel est le bon niveau de salaire. Parce que tu vois, la difficulté, c'est qu'on avait notre actionnaire à un moment quand on avait passé, je sais pas, on commençait à faire, on était entre 3 et 5 millions, donc ça commençait à vraiment monter au niveau de la boîte. Il y avait ces frustrations de moi et de l'autre qui était en mode commercial, en mode putain, mais on veut croquer dans le gâteau, tu vois. Et du coup, elle avait dit, ok, très bien, mais on va mettre des primes sur objectif. Et on avait fait une putain d'année. Moi, j'avais une putain de prime. Mon associé avait une putain de prime. Et le troisième, lui, il n'avait pas de prime. Parce que lui, il était en coulisses, il gérait les finances, il gérait les systèmes. Et en fait, je sentais que ça l'a frustré parce que quand on en parlait, il disait, mais moi, je ne sais pas quelle variable mettre à mon travail. Du coup, moi, en fait, je me sentais mal et en même temps, on avait fait cette aventure ensemble. Donc, du coup, j'ai partagé ma prime.
je le regrette pas, mais en même temps, je me suis dit, putain, il faut que je trouve un moyen d'amener du variable à son métier, mais je savais pas comment, j'ai pas réussi. Est-ce qu'il existe des variables autres pour des gens, des commerciaux, autres que des commerciaux? Je sais pas, quelqu'un qui gère les finances. Bien sûr. Déjà, tu as le variable en fonction du succès de l'entreprise. Et en fait, le succès de l'entreprise, c'est tous les collaborateurs de l'entreprise qui l'apportent. Et ça, tu peux créer un variable commun qui dépend d'objectifs. Dans les grosses boîtes, c'est l'intéressement. Typiquement, fixer un objectif et tout le monde touche l'intéressement si les objectifs sont atteints. Et ensuite, en individuel, il faut trouver les bons KPI. Et sur un directeur financier, c'est pas toujours évident, mais j'imagine trouver un emprunt auprès d'une banque, optimiser la trésorerie, fluidifier, gagner sur le délai de règlement client. Tu peux avoir quelques KPI comme ça qui te permettent d'incentiver. C'est possible, quoi. Mais le variable n'a pas autant d'enjeux que pour un commercial. Ça, de toute façon, quelqu'un qui est dans le pur opérationnel, le variable doit jouer beaucoup moins que pour quelqu'un qui a des objectifs de croissance de l'entreprise. Ok. Ces dernières années, moi j'ai beaucoup lu et entendu que le monde de la start-up, en gros les belles années étaient un peu finies, très compliqué de lever des fonds. Est-ce que c'est une réalité ça ou... Ouais, c'est une vraie réalité. Depuis 2 ans, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il y a eu beaucoup d'argent post-Covid, 2020-2021. Il y a eu un afflux d'argent avec le quantitative easing des banques centrales qui ont déversé de la monnaie. Et il y a eu beaucoup d'argent qui se sont retrouvés sur le venture capital, donc l'investissement dans les startups. Et ça s'est arrêté. Cette ressource s'est arrêtée pratiquement du jour au lendemain. Début 2022 à peu près. Et donc c'est devenu beaucoup plus compliqué. Les investisseurs avaient un peu ce patrimoine, avaient collecté beaucoup de fonds, mais il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Et donc il fallait être beaucoup plus prudent sur les opérations qui étaient faites, sachant que les valorisations, notamment dans la tech, ont beaucoup baissé. On est passé de multiples, typiquement, quand on regarde les modèles économiques SaaS, de multiples à 15 fois le chiffre d'affaires, à plus que 5-6 fois le chiffre d'affaires. Wow. Et donc, quand tu prends une énorme claque sur les multiples, sur ton portefeuille, tu dis, oh là, je vais aller un peu plus doucement, je vais commencer à regarder un peu plus. Et pourquoi, en fait, c'est divisé comme ça par 3 ? En fait, ça a été divisé par 3. Parce qu'il y a eu trop d'argent et donc on a survalorisé ce type de boîte à un moment donné. Et parce que, en fait, pendant le boom du Covid, on s'est dit, en fait, le digital, il y a du digital de partout, il faut qu'on valorise 2 fois plus le digital parce que tout peut se faire à distance, etc. Et donc, tu as un peu ces 2 effets principaux. Finalement, tu vois, Zoom, qui était monté de folie pendant le Covid, est redescendu pratiquement. On s'est rendu compte que Teams, Meet, etc., il y avait pas mal d'outils qui étaient capables de faire la même chose. Et finalement, les réunions en présentiel sont revenues. Donc la boîte, la valorisation a été divisée par 10 ou plus en quelques mois. Et c'était pareil un peu pour tous les SaaS. Et donc tu avais ces 2 éléments de pression et de digitalisation qui sont réduits. Et aussi sur typiquement tout le e-commerce, les coûts d'acquisition ont flambé. Tu as énormément de boîtes qui ont levé beaucoup d'argent. Elles se sont toutes mises à distribuer des produits sur Internet. Alors, tu as eu un effet... j'ai eu une grosse croissance à un moment donné. Mais quand tout le monde est sur le marché en même temps pour adresser la même cible, en fait, tu as tes coûts d'acquisition qui flambent. Et tu ne vends pas plus, en fait. Ton marché il est toujours là, tu ne vends pas plus. Tu as plus de concurrence et donc ça vient s'effondrer. Oui, c'est plus dur. Depuis 2 ans, on a l'impression que ça repart depuis quelques mois. Qu'à nouveau on a des bons projets qui arrivent, que les fonds sont prêts à regarder les bons projets. Ils sont toujours prêts, quand il y a un super projet, les fonds et les investisseurs sont toujours prêts à le regarder. Mais peut-être que les projets dont je te parlais un peu atypiques étaient un peu mis de côté. Mais c'est peut-être en train de revenir progressivement. Dernièrement, tu as dû suivre je sais pas si on peut dire le coup de gueule de Bernard Arnault sur son retour des États-Unis. Est-ce qu'il y a un effet Bernard Arnault sur les investisseurs qui se disent
Bah, j'ai l'impression que là, la France, ça devient compliqué. On a l'impression qu'il y a des appels aux États-Unis avec c'est la dynamique inverse, quoi. Il y en a une, on monte les taxes, les réglementations, de l'autre, on les baisse et on simplifie. Est-ce que tu vois cet effet-là aussi auprès de tes investisseurs dans le monde de la startup? Ouais, il est pas facile à prendre en compte, mais effectivement, on sent que le dynamisme n'est pas le même. Aux États-Unis, tout est facile, tout va plus vite. Les gens adorent adopter des nouvelles technologies, des innovations. Moi, je parle souvent, je prends comme exemple, j'avais fait une learning expédition en 2019 avec un grand groupe français, un groupe du CAC 40, où on emmène aux États-Unis, dans la Silicon Valley. C'était un groupe qui était franco-américain, mais côté en France. Directeur de l'innovation France, directeur de l'innovation US. Et on va faire un tour, on présente des startups, etc. Du même groupe? Du même groupe, Okay. la même société. Une des startups présente son produit, fait un pitch, etc. Directeur de l'innovation France commence à dire: ah ouais, mais attends, là ton SaaS, est-ce que si j'en parle à ma direction informatique, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser? Est-ce que tu as la sécurité qui fonctionne? Commencer à poser plein de questions où on voyait qu'il y était un frein à l'adoption, et il essayait de se rassurer sur le fait que s'il prend ce truc-là, qu'on ne va pas le lui reprocher en interne, etc. Et pendant qu'il posait toutes ces questions, la fille qui était directrice de l'innovation, qui était une américaine, a ouvert son PC, s'est inscrite sur la plateforme, a commencé à utiliser le produit, a posé 2-3 questions: si j'embarque mes équipes, comment ça se passe, est-ce que j'ai pas quoi. Et donc à la fin de l'heure, le français, lui, il avait vu tous les freins possibles à pas utiliser le produit et à se dire toutes les frontières. Et elle dit: bah attends, je peux l'utiliser pendant 3 mois pour mon équipe, je te prends 3 licences pour 3 mois et j'y vais. Et voilà, la différence culturelle m'a paru juste folle entre un qui se posait 1000 questions et l'autre qui avait déjà utilisé, qui avait déjà compris l'utilité du produit et qui avait déjà acheté le Donc c'est pas le même mindset. Moi, dernièrement, je rencontrais un gars qui avait un incubateur et qui disait que justement c'était sa grande découverte des dernières années, où déjà quand il accompagnait les projets, c'est de le penser direct en mode États-Unis, parce que le marché est plus grand, donc là tu vois si ça marche ou pas tout de suite. Et lui, il envisageait même d'aller déménager là-bas en se disant: mais en fait, je me rends compte que c'est juste le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit au départ sur l'adoption. Après, c'est pas plus simple, hein. Les États-Unis, Okay. c'est peut-être plus facile pour qu'on t'écoute, pour qu'on te teste, mais t'as pas le droit à l'erreur. Okay. Et je pense qu'il y a un niveau d'exigence là-bas qui est bien supérieur à ce qu'on a ici. Donc il ne faut pas croire que ce soit beaucoup plus simple. Mais effectivement, ils sont business d'abord. On essaye, on teste, on avance. Et après, on voit si ça suit en termes de qualité. On régule éventuellement. Alors qu'ici, on met les freins d'abord. Et on a tué en Europe, typiquement, nous on avait investi dans une société qui suivait la route de Criteo. Criteo, c'est une super success story française de comment je fais de la publicité en ligne, comment je fais du retargeting sur de la publicité en ligne. Et donc, dans la route Criteo, on avait plein de sociétés qui s'étaient lancées sur de la publicité mobile. Et comment j'adresse sur mobile de la publicité utilisateur en fonction de la géolocalisation du profil d'utilisateur, etc. Et ça, c'était les années RGPD, donc ça arrivait, donc cette réglementation. Évidemment, ces startups-là s'étaient dit, bon, bah, il faut qu'on fasse attention entre le RGPD et développer notre produit. Bah, qu'est-ce qu'a fait la CNIL suite à la publication RGPD? Elle est allée voir ces boîtes-là, elle est allée les auditer, mais tout de suite après, hein, en 2018, et publiquement, elle a dénoncé ces sociétés-là qui essayaient pourtant de faire tout bien, d'amener du contrôle, d'amener ce côté qu'il n'y a pas forcément aux États-Unis, on fait quand même attention à ce qu'on fait, on ne va pas connaître précisément le nom et l'adresse des personnes qu'on va retargeter. Mais non, la réglementation, c'est on tape d'abord et on voit après. Et finalement, on a tué tout un écosystème de plein de boîtes, FeedsUp, Databerries, Vectory, etc., qui avaient levé des dizaines de millions, qui étaient des succès potentiellement, enfin, européens, voire plus. Et non, on a tué tout ça dans l'œuf.
Ouais. Et au profit de qui? Au profit d'aujourd'hui Facebook, Google, chez qui on fait de la publicité en ligne. Et Criteo, ils s'en sont sortis ou eux aussi se sont fait déglinguer? Ouais, c'est un peu plus compliqué. Ils s'en sont sortis parce qu'ils étaient beaucoup plus gros, etc. Mais ils sont ils n'ont pas complètement pris, à ma connaissance, le virage du mobile. Alors, tu as Augury en France qui s'en sort plutôt bien. Ouais. Mais c'est très loin des budgets marketing qu'ont récupéré Meta et Google. Très, très loin. Très, très loin. Moi, je me suis souvent dit que les États-Unis, ce serait presque une école de formation à l'excellence et avec une pensée internationale. J'ai l'impression que dans leur... je sais pas pourquoi, mais les projets, dans leur essence, ils ont une capacité d'être mondial, alors que nous, en fait, c'est pas forcément naturel. Et en tout cas, j'y pense souvent à me dire, je pense que là-bas, je pense que c'est plus brutal pour y être allé beaucoup. C'est hyper pragmatique, quoi. Qu'en gros, ça marche, tant mieux, on t'aime. Tu te merdes, bon, bah, ciao, bye, on passe à autre chose. C'est très pragmatique. Mais comme tu as beaucoup de gens qui vont là-bas, tu as beaucoup d'innovation, comme ils adorent l'innovation, comme ils financent beaucoup l'innovation, tout va plus vite et donc le niveau d'exigence derrière est 10 fois supérieur. Et par rapport à ce que tu vois aujourd'hui, là si on rentre plus dans de la politique, mais la dynamique de la France sur les personnes qui font de l'argent et la dynamique américaine qui est en train de se mettre en place, est-ce que tu penses que ça va pas pénaliser énormément les entrepreneurs qui veulent lancer des nouveaux projets en rendant le truc comment expliquer en décourageant les entrepreneurs à rester et à investir en France? Je suis pas sûr. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent des questions sur l'instabilité politique, l'instabilité réglementaire, fiscale aussi, qui joue beaucoup. Mais en fait, les entrepreneurs, ils ont envie de faire du business. Et pour faire du business, il faut un marché, il faut pouvoir recruter, il faut des compétences, il faut des fonds. Et aujourd'hui, tu as quand même un écosystème en France. Tu vois, il y a le sommet de l'IA en ce moment qui est hyper dense en talent, qui coûte 10 fois moins cher que ce que tu pourrais avoir aux États-Unis à profil équivalent. Et donc, tu peux quand même faire grossir un projet ambitieux depuis la France sans avoir besoin de lever les montants astronomiques qu'il y a là-bas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens un peu pragmatiques en disant tant pis, on y va, on va faire du business. Et on verra bien ce que ça donne après. Ok. Mais effectivement, le contexte actuel, un peu morose, politique, etc., on l'a ressenti pendant quelques mois, 2024, etc. Mais que les entrepreneurs qui ont envie de créer des boîtes, ils n'attendent pas. Ils attendent pas. Quand tu veux créer quelque chose, que tu sens que tu as le bon projet, le bon sujet, le bon momentum... tu regardes pas quelle est la politique, la fiscalité ou autre. Ok. Tu parlais du sommet de l'IA qui a lieu en ce moment. J'ai l'impression que c'est vraiment la trend du moment. Tout projet doit y avoir un peu d'IA pour avoir sa sauce secrète. C'est quoi les tendances de projets aujourd'hui? J'ai vu par exemple sur votre site que vous avez un des projets, c'est pour un ordinateur quantique, non? Quelque chose comme ça. C'est quoi les tendances un peu folles qui sont en train d'émerger dans des nouvelles boîtes? Ouais. Évidemment, l'IA est de partout. L'IA, parce qu'elle change tellement de choses, c'est tellement facile, en tout cas intuitivement, à prendre en main et de changer complètement certains secteurs qu'évidemment, il y a de l'IA de partout. Mais pas n'importe comment. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en mettant un peu d'IA et en saupoudrant un peu d'IA, on va faire un truc sympa et on va pouvoir lever de beaucoup d'argent. Non, ça marche pas. Nous, ce qu'on regarde, c'est des projets avec de l'IA, généralement qui ont accès à des ressources un peu uniques et à de la data un peu unique qui permet d'entraîner une intelligence artificielle et de la développer ensuite sur un marché un peu de niche sur lesquels les très gros ne pourront pas aller très facilement. Typiquement,
un des derniers investissements qu'on fait, c'est une société qui s'appelle Radium, qui a eu accès à des milliards de radios, d'IRM, et donc qui a entraîné des outils, enfin des algos d'intelligence artificielle sur cette data qui est quand même assez unique, et a pu démontrer grâce à ça qu'elle arrivait à surperformer des cardiologues ou autres. Et l'idée, c'est pas de remplacer les cardiologues, c'est plutôt de venir en support et de leur donner un outil qui va leur permettre de se réassurer et d'aller plus vite. Ok. Et ça c'est hyper intéressant parce que cette data, voilà, on part de la data et des algos. C'est pas je vais digitaliser tout bêtement, voilà. Les autres secteurs qu'on voit beaucoup, effectivement, le quantique. Le quantique, c'est une trend de fond depuis une vingtaine d'années. Ça arrive doucement, progressivement. Mais on commence à voir déjà depuis 3-4 ans que des gens ont des vrais roadmaps pour aller sur le marché. Ça devient de plus en plus clair que le quantique va arriver et à horizon 2030, le quantique sera vraiment dans nos vies et en fait va tout changer. Et c'est ça qui est juste dingue avec cette technologie, c'est que toute la sécurité, le RSA, etc., ça n'existera plus dans 5 ans. C'est vraiment l'horizon de fou parce que les supercalculateurs pourront instantanément casser toutes les clés d'encryption. Et donc, toutes les protections des sites internet, des banques, de toutes les institutions ne seront plus valides. Et donc, il va falloir changer toute la façon dont la sécurité a été pensée, dont les infrastructures ont été pensées. Et donc, ça va être juste énormissime. On va pouvoir créer des nouveaux... la recherche de médicaments, l'optimisation de routes. Aujourd'hui, quand on fait de l'optimisation, il y a des algos qui tournent, qui permettent de se dire à 95%, voilà la meilleure route à suivre. Ben là, on pourra tester toutes les routes possibles, sans préjugés. Tellement la puissance de calcul sera infinie. Voilà, donc il y a le quantique qui est un domaine qui me passionne et qui est juste hyper intéressant. Tu peux me faire un petit, avant de passer au deuxième sujet, une petite mise à niveau du quantique. On parle de quoi? C'est ouais, je veux bien que tu me fasses une petite mise à niveau. Le quantique, on parle d'une façon différente de faire du calcul. Jusqu'à maintenant, on fait du calcul sur des microprocesseurs, donc des milliers, des millions, des milliards de transistors qui font du calcul binaire. Avec le quantique, je ne saurais pas l'expliquer très simplement, mais on n'est plus sur du calcul binaire. On est sur instantanément, on est capable, avec un électron, d'avoir plein de calculs en parallèle instantanés. Et donc on n'est plus sur du binaire, on est sur pratiquement une infinité de possibilités. Et la difficulté du quantique, et ce qui fait que pour l'instant c'est pas complètement opérationnel, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs. Et que d'arriver, en fait, quand on prend une mesure d'une position quantique, on crée une erreur forcément. Et donc la boîte dans laquelle on a investi, Alice et Bob, a su démontrer à petite échelle pour l'instant qu'elle arrivait à créer du calcul sans erreur. Et toute l'idée, c'est d'arriver à le démontrer à l'échelle. Et c'est cette course-là dans laquelle sont IBM, Google, Amazon, etc. C'est d'arriver à scaler ça. Et en fait, plus on grossit aujourd'hui, ces calculs-là, plus on génère des erreurs. Et il va falloir, à terme, essayer de démontrer et d'arriver à faire cette correction d'erreurs, ou alors de partir sur une infrastructure qui est nativement sans erreur. 2030, c'est demain. Ah ouais, ça va arriver rapidement. Est-ce que ça va être une révolution encore plus forte que ce qu'on est en train de vivre avec l'IA? Potentiellement oui. Et pourquoi 2030? Quand on dit 2030, c'est qu'il va se passer quelque chose de particulier? 2030, c'est l'horizon de temps où le hardware va converger avec la recherche en fondamentale sur le quantique. Et donc l'imbrication des deux, on l'estime à horizon 2030, sera peut-être 2031, mais c'est à peu près cet horizon de temps-là qui fait que les deux vont converger et on va
pouvoir avoir une puissance de calcul quasi infinie. Alors pas sur tous les cas d'usage, mais sur beaucoup d'entre eux. On ne pourra pas jouer aux jeux vidéo avec cette puissance de calcul-là. Il n'y aura pas encore cette notion ça remplacera pas complètement les GPU, mais sur plein de calculs, sur de l'IA typiquement, on pourra imaginer faire des trucs 1000, enfin c'est un rapport supérieur à x1000, et donc là, au niveau des entreprises dans le digital, là tu parlais de la dimension de sécurité, ça fait un peu flipper. Dernièrement, j'ai lu le dernier bouquin, je crois, de Laurent Gounel, qui fait des bouquins de dev perso, des romans de dev perso. C'est un des vendeurs de bouquins un peu phares en France. Et son dernier bouquin, c'est sur ça. C'est un gars qui, en fait, fait des calculs qui fait des calculs de sécurité. Et en fait, c'est la course entre la Chine et la France qui, le premier, va pouvoir inventer le super calculateur, quoi, parce que une fois qu'il l'aura trouvé, il va choper les secrets de tout le monde, quoi. Ouais, mais ça une va réalité, être un enjeu. En fait, ces sociétés-là font déjà du conseil à des très grands groupes du CAC 40, aux banques, aux assureurs, etc., pour qu'ils commencent à se préparer et à commencer à réfléchir à quel moment il va falloir vraiment investir sur des nouvelles infrastructures, tout remettre en perspective leurs produits financiers, etc. Enfin, un assureur aujourd'hui, il se base sur des statistiques et il prend il a des centaines de paramètres pour essayer d'estimer quelle est la prime d'assurance de quelqu'un. Demain, en fait, sur toutes leurs données, et c'est des milliards de données avec des millions de paramètres différents, ils pourront appliquer du quantique et déterminer précisément au centime près pour chaque personne quelle pourrait être sa prime en fonction de où elle vit, son âge, son statut marital, je sais pas quoi. Alors je sais pas s'ils feront ça, mais déjà l'IA amène une nouvelle dimension, mais là ça sera encore plus puissant, quoi. L'IA, c'est une nouvelle dimension, c'est hyper intéressant mais ça reste une mesure statistique, l'IA. Okay. C'est les transformers, donc la technologie derrière les ChatGPT, les LLM, etc. C'est statistique, comment on prédit des nouvelles choses, donc des mots dans le cas de LLM ou de la musique ou quoi que ce soit, à partir d'informations qui ont été ingurgitées, et ça sur la base statistique. Avec le quantique, il n'y a plus besoin de statistiques. On peut tout ingurgiter et ressortir tout de manière très individuelle. Sur de la recherche de nouvelles molécules en chimie, typiquement, quand on fait des statistiques, on est obligé de prendre certaines hypothèses, on cantonne l'IA à de la recherche sur quelques atomes, etc. Demain, on n'est plus limité. On peut tout faire. Bon, ça c'est le quantique, c'est hyper intéressant. Pour l'instant, on n'a fait qu'un investissement là-dessus, mais je pense que dans les années à venir, on regardera d'autres sujets probablement. Et le dernier domaine où on voit beaucoup de choses, c'est le spatial. Okay. Où l'imagerie satellite. Alors nous, on a fait pas mal d'investissements sur des boîtes qui utilisent l'imagerie satellite pour surveiller l'agriculture. Quand est-ce que, par exemple, les champs sont à maturité et on doit mettre toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie agroalimentaire au bon moment, la préparer, embaucher les personnes pour aller récolter les fruits, les légumes, etc. Parce qu'on voit progressivement quand est-ce que cette année, ça va être à maturité en fonction de la géographie, de la typologie de fruits, etc. Mais donc ça, c'était la première phase, utiliser l'imagerie, mais il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et maintenant, c'est comment on lance des nouveaux satellites. Qu'est-ce qu'on va faire de ces nouveaux satellites, des nouveaux moyens de communication, des nouveaux moyens d'analyser les données environnementales à l'échelle locale, de plus en plus locale. Et il y a plein de trucs intéressants à faire là-dessus. Si je reprends un exemple, par exemple, dans l'imagerie satellite, on a investi dans une société qui analyse les rizières. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les rizières, c'est 12% des émissions de méthane dans le monde aujourd'hui. Il y a un truc c'est énorme. Et il y a un truc assez facile à faire, c'est de vider la rizière régulièrement, 2-3 fois par an, et ça réduit par 2 les émissions de méthane. Et donc, par imagerie satellite, on va pouvoir détecter, rizière par rizière, champ par champ, quels sont ceux qui
qui adopte ces bonnes pratiques de vider la rizière, il est compensé par des crédits carbone. Donc c'est pas une énorme contrainte pour le riziculteur, mais il doit quand même le faire et va être récompensé pour ça par crédit carbone. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, j'avais entendu dans toute cette vibe d'imagerie satellite, où le gouvernement aussi va pouvoir scanner en gros toutes les propriétés, dire oh là, lui il a créé une petite piscine. Évidemment. Là, lui, il n'a pas déclaré ou il s'est fait un petit abri, c'était pas prévu. Il n'y a pas aussi du contrôle encore plus fort qui va se mettre en place? Oui, évidemment que ça vient progressivement, qu'il y a du contrôle sur les extensions, les parcelles, les nouvelles constructions, sur les risques environnementaux aussi. Est-ce qu'à cet endroit, il y a un risque de crue potentielle, de glissement de terrain ou autre qui pourrait avoir lieu, et on se base sur les images passées pour essayer de se dire est-ce que ça va arriver. Pour chiffrer aussi des assurances, on en parlait, mais de voir l'exposition du bâtiment, on va chiffrer plein de trucs grâce à ça. Le spatial, moi j'entends Musk qui veut aller sur Mars, des projets comme ça un peu fous. Il y en a qui émergent ou ça reste parce que là ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça reste encore technique. Il n'y a pas de projet on va vivre dans l'espace dans un vaisseau pendant 2 ans. Il y a des choses comme ça qui émergent. Ouais, il y en a quelques-uns. Il y a par exemple un projet de comment, une fois qu'on sera installé sur Mars ou autre, comment vivre sur place. Et pour ça, il faudra produire localement de la nourriture. Et donc, comment créer des serres alors qu'il n'y a pas d'air extérieur qui permettent de faire pousser des fruits, des légumes, etc. Et donc ça, il y a des projets. Et ces projets sont testés évidemment aujourd'hui sur des applications utiles, terrestres, sur par exemple comment faire pousser à grâce des fleurs qui ne poussent qu'au sommet de l'Himalaya ou dans certains endroits du Népal, un peu où en fait les accès sont très rares. Et donc comment donner accès aujourd'hui à ces plantes-là, mais cette technologie-là pourrait être utilisée plus tard dans l'espace. Tu crois qu'on on va se retrouver sur Mars ou sur Oui, c'est le sens de l'histoire, je pense. Alors à quel horizon, ça je sais pas, mais ouais, dans une 50aine d'années, il y aura probablement des gens qui peut-être du tourisme sur Mars et des gens qui commenceront à s'installer. Je pense pas que ce soit du court terme, mais ça viendra. Et est-ce que toi, dans les sociétés que tu suis, l'IA a bouleversé vraiment les choses, ou est-ce que ça reste encore une découverte, un gadget on est encore une genre de hype, une bulle? En fait, l'IA, ça existe déjà depuis très longtemps. Hein. Moi, j'apprenais ça en école d'ingénieur. L'IA, il y a plus de 20 ans maintenant. Donc, l'IA a déjà changé pas mal de métiers, a changé pas mal de choses. Tu commences à avoir ne serait-ce que dans les outils du quotidien, dans nos smartphones, dans nos voitures, il y a de l'IA de partout. Là, il y a une accélération, c'est sûr, avec cette technologie de transformer qui amène une étape supplémentaire et des usages supplémentaires. On le voit au quotidien. Alors, pour l'instant, c'est à petite échelle sur comment on crée du contenu, comment on automatise un peu certains process. Mais ça va arriver de plus en plus fort sur, je te dis... analyser les maladies, un truc tout bête, la comptabilité. Aujourd'hui, on fait plein d'écritures manuelles encore, les comptables passent des écritures. Demain, grâce à l'IA, on pourra déterminer quelles sont, en fonction de la facture fournisseur, de ce qu'on est en train de faire, quelle est la bonne écriture automatiquement. Donc, c'est sûr que ça va changer énormément de métiers. Mais t'as pas vu encore de boîtes qui réduisaient de 30% leurs effectifs grâce à une IA ou un entrepreneur qui avait gagné 2 jours par semaine d'efficacité parce que il avait optimisé son agenda ou je sais pas quoi, sa prise de rendez-vous. T'as pas encore vu de gros cas
Parce que tu vois, aujourd'hui, je sais pas si tu as le même fil YouTube ou Insta que moi, mais le nombre de vidéos que tu vois passer à destination des entrepreneurs où tu as l'impression que l'IA va complètement... en gros, tu as un has-been si tu n'as pas révolutionné ta boîte grâce mais à ça, l'IA. c'est toujours marrant dans la technologie parce qu'il y a toujours un gap entre la sensation de ce qu'on peut faire avec la technologie et la mise en pratique et l'adoption de la technologie. Je crois pas avoir encore vu de boîte où ça avait été si game changer. Des fonctions particulières, des bouts de process ou autres, oui. Je te dis, sur la création de contenu, sur typiquement, une des grosses problématiques des sites e-commerce, c'est d'avoir des fiches produits sur des millions de produits qui soient standardisés avec des mots standardisés pour que quand tu tapes un mot-clé dans ta barre de recherche, tu retrouves les bons produits et que ce soit pas le bordel d'un produit à l'autre parce que le fournisseur de la marketplace, pour un même produit, l'appelle de façon différente, etc. Donc, tu as des gains de temps sur certaines parties, certaines fonctions, mais en tout cas, j'ai pas d'exemple là tout de suite où ça a été un changement radical et tout a été révolutionné du jour au lendemain. Je tombais dernièrement sur une vidéo qui justement promettait des révolutions pour des petites PME avec l'IA. Je trouvais ça assez intéressant. Du coup, je pense que si on parle de petites PME, typiquement, il y en a tellement que je vois qui n'ont pas adopté ne serait-ce que de l'automatisation de processus sans même parler d'IA, de juste dire je reprends le process comptable qui est le truc facile, je reçois une facture fournisseur, je la mets dans mon outil, il y a un OCR qui la regarde, ça crée une écriture comptable, ça initie un ordre de paiement que je dois valider derrière, je le valide, ou je fais valider sur toute la chaîne de validation et le paiement se fait automatiquement. Rien que ça, moi je vois encore tellement de comptables qui reçoivent une facture, l'impriment, la mettent dans un classeur et saisissent l'écriture à la main, ouvrent leur application bancaire. Enfin, c'est rien que ça, et ça existe déjà depuis des années. Donc encore une fois, entre la perception qu'on a de ce qu'on peut faire et les vrais usages, il y a souvent quand même beaucoup de temps qui se passe. Du coup, transition parfaite avec dernière partie que j'aimerais aborder avec toi. Tu fais partie d'un, je sais pas si un fonds qui s'appelle Connect Pro, c'est ça? Oui. Qui s'intéresse au rachat de PME dans le Sud. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis 2 ans, où j'ai pris conscience qu'il y avait c'était un entrepreneur anglais, lui parlait de l'Angleterre, mais j'ai regardé, les chiffres sont plus ou moins les mêmes en France, avec un transfert de richesse, parce que tous ces entrepreneurs du baby boom, on dit ça comme ça, vont partir à la retraite. Donc une grande partie, je sais pas si c'est 50-60% en gros des entreprises, en fait, ont des patrons qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et qui ne trouvent pas de repreneurs, parce que la nouvelle génération, elle a envie de monter des agences IA, des projets digitaux, et pas envie de reprendre une plomberie ou un garage de voiture ou autre. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un énorme potentiel, si on pense financier, en termes d'impact. Est-ce que toi, tu vois... pour faire le lien entre l'IA, le digital et ses opportunités, est-ce que tu penses que des entrepreneurs comme moi, du digital, on a le potentiel de rendre plus rentable des petites PME et justement de les faire les relancer pour 10, 20, 30 ans et de les faire encore mieux rouler, ou c'est carrément des domaines qui n'ont rien à voir et c'est pas parce qu'on va automatiser justement la compta qu'on va exploser la rentabilité de la boîte ou mettre un compte Instagram? Oui. Effectivement, alors nous, on avait regardé des statistiques quand le fonds a été lancé, donc il s'appelle Connect Sud Rebond, la société de gestion, c'est Connect Pro. C'était 75% des dirigeants de PME qui font plus de 5 millions de chiffre d'affaires ont plus de 60 ans. Combien 75%. Donc c'est juste énorme la vague qui est en train d'arriver de dirigeants qui vont devoir céder leur entreprise. Et effectivement, il n'y a pas
il n'y a pas tant de monde que ça qui se projette là-dessus, qui se dit ah oui, je peux racheter une boîte. Généralement, pourquoi? Parce que, on se pense limité par son propre capital. On se dit, j'ai pas les moyens. Et encore une fois, il y a des fonds comme le nôtre qui viennent apporter les fonds pour réaliser ce projet de reprise. Et après, qu'est-ce que ça veut dire reprendre une société? C'est un peu différent de créer. On n'est plus dans un schéma de j'ai des convictions, j'ai eu une idée, mon parcours a fait que et je dois tout construire, passer de 0 à 1. C'est pas forcément le même type d'entrepreneurs qui vont arriver sur une structure qui est déjà un peu stabilisée. Alors quand on parle d'une PME de 5 millions de chiffre d'affaires, généralement il y a peu de middle management, donc il faut quand même mettre les mains dans le cambouis sur un peu toutes les fonctions et essayer de tout développer. Donc là, il y a quand même énormément de choses à faire, mais on arrive sur une structure quand même plus grosse, plus stable, et l'effet de levier, il est énorme. Parce que généralement, on achète ça par LBO, donc c'est un mécanisme qui fait qu'on vient racheter avec une holding où on met les fonds plus de la dette pour racheter l'entreprise. Donc si on a une entreprise très rentable qu'on vient racheter, on peut la racheter avec beaucoup de dettes et assez peu de fonds si la valorisation de l'entreprise n'est pas trop élevée. Fonds, c'est-à-dire des fonds propres, tu veux dire? Des fonds propres ou des fonds d'investissement comme celui de Connect Pro, par exemple. Et donc ça, on peut effectivement tout de suite reprendre un projet qui est assez gros et apporter sa vision. Et il y a plein de leviers. Il y a effectivement pas mal de leviers liés à la digitalisation, parce qu'il y a beaucoup de PME qui ne sont pas digitalisées, qui n'ont pas pris ce virage-là. Il y a la RSE aussi. Il y a de plus en plus de contraintes et d'opportunités liées à la RSE qui font que aujourd'hui, si tu n'as pas des process, si tu n'as pas une marque, si tu ne prends pas en compte ça, tu ne peux plus répondre à des appels d'offres publics, tu ne peux plus faire des partenariats avec des grands groupes, etc. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Et quand tu as une personne qui est à quelques années de partir à la retraite ou de céder sa boîte, il n'est plus dans la transformation de sa société, il est plutôt dans la continuité de l'existant. Et après, effectivement, là je parlais de repreneurs particuliers, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand tu as une société et là que tu fais une stratégie de croissance externe. Et c'est un énorme moyen. Alors c'est assez peu utilisé par les startups et ça devrait... de comment je grossis beaucoup plus rapidement en rachetant des concurrents, en intégrant ma chaîne de valeur, en achetant mes clients, mes fournisseurs ou autres pour grossir beaucoup plus vite et prendre des parts de marché. Et c'est marrant parce qu'il y a un outil qui a été créé à l'initiative d'un entrepreneur du Sud qui était patron de l'UPE 06 qui s'appelle Pierre Hippolito, qui a dit, mais dans notre région, il n'y a que des petites... il y a beaucoup de TPE, de PME, il y a très peu d'ETI. Et comment on permet à ces PME de devenir des ETI? En fait, le moyen le plus simple, c'est de la croissance externe. C'est de leur permettre, d'être formés et d'avoir les moyens de racheter des boîtes qui vont en faire un consolidateur et de les faire devenir des ETI. Et effectivement, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui se limitent à je ne peux pas racheter ce concurrent, il est plus gros que moi. Non, cette boîte, elle est trop grosse, je ne peux pas. Non, en fait, la réalité, c'est qu'il ne faut pas se limiter par le financement. En fait, c'est pas le financement qui fait le projet, c'est plutôt le projet et l'ambition qui va faire le financement. Et en fait, si on a un super projet, si on a quelque chose qui tient la route, en fait, on peut racheter une boîte qui est beaucoup plus grosse. Il n'y a personne qui limitera ça si le projet, si on a confiance dans le dirigeant, si on pense que 1 plus 1 font 3 et que cette croissance externe, cette acquisition va permettre de créer des synergies fortes, d'adresser de nouveaux marchés, de faire du cross-selling, donc de vendre des produits complémentaires à la même base de clients, etc. Enfin, ça fait énormément de sens. Ça, je l'ai vu, j'ai un ami, il a racheté un concurrent, en tout cas quelqu'un qui était sur un sujet connexe, mais vraiment beaucoup plus gros que lui.
Bon, il en a bavé parce qu'en fait, la réalité a été compliquée sur le terrain, mais il s'en est sorti. Et à partir de là, il s'est plus arrêté, quoi. Genre, il est passé d'une centaine de salariés avec sa boîte principale. Je sais pas, 5 ans après, ils sont genre 300, 400. Parce qu'en fait, après, il s'est dit, oh putain, mais il avait compris le mécanique. Et du coup, il a racheté. Il a consolidé. Non, mais c'est des moyens d'aller très vite, de grossir rapidement. Alors, il faut faire attention de ne pas vouloir aller trop vite non plus. Et qu'à chaque fois qu'on rachète, il faut intégrer. Donc, il faut unifier les boîtes, unifier les process, unifier les valeurs, la vision d'entreprise, etc. La culture d'entreprise n'est pas toujours la même. Et donc ça prend un peu de temps, il ne faut pas... Mais ça, c'est dans la logique de créer un groupe ou une grosse boîte. Est-ce que tu penses que, tu vois, les recherches que je faisais, j'avais des théories différentes. Là, c'était pas dans une logique de croissance externe, c'est plus opportuniste, donc vraiment faire de l'argent. Et il disait, investis dans des boîtes où tu n'y connais rien, parce que sinon tu vas avoir une tentation de t'y investir beaucoup et de tout réinventer. Et du coup, tu n'es plus dans une logique d'investisseur, tu es une logique de... Tu t'achètes un job, quoi. Alors ça, c'est un sujet, je pense, un peu différent. Et nous, on voit, c'est assez marrant parce que quand on investit dans un domaine en particulier, on fait beaucoup de prises de référence. On appelle des experts du domaine, etc. Et en fait, on se méfie beaucoup de gens qui connaissent très bien leur domaine d'activité et qui sont des experts. On est toujours intéressé de comprendre le métier, où est la valeur ajoutée, quels sont les trucs auxquels il faut faire attention, etc., les spécificités. Mais souvent, les gens nous disent « Ah non, mais ça s'est toujours fait comme ça » ou « Non, dans notre écosystème, c'est un peu compliqué, il faut faire ça, il faut passer par là. » Et en fait, ça, c'est... Les gens qui ont travailler trop longtemps dans un même écosystème, dans un même métier, ont plein de préjugés sur non, ça c'est des lignes, il faut pas les changer. Et donc, il y a des trucs qui sont vrais et d'autres où justement, il y a peut-être une brèche à créer et donc on se méfie de gens qui sont trop experts. Mais par exemple, moi, avec donc Thomas, mon associé depuis toujours, on se dit, tiens, est-ce qu'on n'achèterait pas, je sais pas, un plombier ou une boîte, je sais pas trop quoi, qui a rien à voir avec notre domaine, parce que déjà, je pense que notre expérience professionnelle dans le monde de l'agence, c'est un des pires métiers qu'on peut faire. Il n'y a aucune stabilité. On fait les commerciales comme des dingues, faut se vendre. Le management est hyper compliqué parce que tu as des gens, tu les formes, puis après, quand ils arrivent à un certain niveau, ils se font recruter par l'agence plus grosse qui propose un tout petit peu mieux. Enfin, vraiment, je pense que le monde de l'agence, c'est un des meilleurs moyens quand tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas besoin de capital pour lancer. Donc c'est un bon moyen pour s'enrichir quand tu pars de zéro, comme nous. On est des pauvres avec 160 €, on a fait ce qu'on a pu. Mais maintenant, quand on est dans une autre situation, on se dit, bah non, on veut changer de métier, enfin de domaine. Et on se dit, mais avec toutes les compétences managériales, marketing, on pourrait les appliquer dans des domaines plus chiants et faire des dingueries. Mais en même temps, on n'a pas d'expérience, donc on ne sait pas. Est-ce que tu penses que des entrepreneurs comme nous, dans des secteurs, tu parlais par exemple d'une école en aviation ou je sais pas, une menuiserie ou quoi, on a du potentiel d'en faire un truc fou ou au contraire, on se crache parce que c'est... Oui et non. Il faut se méfier parce qu'il n'y a pas de job facile et de transformation facile d'une société. Okay. Tu vois, si tu rachètes une entreprise de plomberie, typiquement, les salariés, ils ont certaines habitudes, certaines façons de fonctionner. Et donc, toi, tu vas pouvoir automatiser, apporter de la nouveauté, développer, etc. Et en fait, tu vas te rendre compte que tu as des freins qui sont humains, qui sont les clients, qui sont... je dis pas que c'est pas faisable et que c'est pas une bonne idée. Hein. Je dis juste que, c'est potentiellement un défocus d'énergie si toi tu fais ça en plus de ton agence et de tes médias. Donc il faut être sûr de pouvoir y allouer le temps et on a tous tendance à sous-estimer le temps qu'on va pouvoir y amener et de surestimer un peu la valeur ajoutée qu'on va amener. Et de la résilience au changement, je te disais, l'IA, on n'a même pas d'automatisation dans 90% des PME. Avant de parler d'IA, on est loin du truc. Donc dans le fond, tu as raison. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter, à essayer d'amener
de l'entrepreneuriat peut-être un peu plus agile ou peut-être plus ambitieux à de la PME ou de la structure traditionnelle. Mais il faut se méfier. Il n'y a rien de facile et tu vois, typiquement, si tu veux, je te reprends ton exemple d'entreprise de plomberie, tu veux développer à fond, recruter des plombiers aujourd'hui, c'est hyper difficile. Et il faut les payer relativement cher, les fidéliser, c'est compliqué. Quand tu as une boîte qui grossit, ça veut dire des camions, ça veut dire du matériel, donc tu as des capex à financer. Voilà, tu as tout ce truc-là auquel... Et est-ce que le fait de racheter, tu vois, les personnes avec qui j'ai échangé, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a tout un écosystème de formateurs autour de ces sujets-là, parce que l'opportunité elle est énorme en fait, quand on y pense. Eux ils disaient carrément, tu rachètes mais tu places quelqu'un dedans et c'est surtout pas toi qui vas t'y mettre. Mais moi en fait quand j'entendais ça je savais pas. Soit c'était les plus gros mythos que j'ai rencontrés, où en fait il galère sa mère, mais en fait il veut pas le dire parce que du coup ça. Mais en même temps, je le trouvais assez cohérent parce qu'il expliquait justement que ses premiers achats, il se merdait, que la première leçon qu'il avait appris, c'est pas laisser le dirigeant en place, parce que sinon il continuait plus ou moins les mêmes erreurs. La même énergie, c'était bien de mettre un autre dirigeant. L'idéal, c'était quelqu'un de l'intérieur. Tu sais, il avait des astuces comme ça, je trouvais intéressantes. Alors, quelqu'un de l'intérieur, pourquoi pas, mais en même temps, si tu rachètes une société, c'est qu'elle fonctionne. Ouais. Donc, tu viens racheter quand même quelque chose qui marche, qu'il faut améliorer, certes, probablement, où il y a plein de leviers. Mais si tu viens tout changer, les personnes qui viennent et vouloir tout changer du jour au lendemain, tu mets en fragilité. Et si tu as racheté avec de la dette, avec une pression derrière, ça juste, qu'il faut... Lui, il était là où je le trouvais très sage, c'est qu'il disait, moi, je cherche une toute petite croissance. Donc justement, en fait, je veux une boîte qui fonctionne déjà et une petite croissance avec des petits ajustements tranquillement et qui permet, au bout de 5-10 ans, tu as payé ta dette et du coup, tu as un putain d'actif. Il le voyait plutôt comme un actif plutôt qu'une opération où il faut faire plus 50% de croissance en 2 ans. Okay. Ça, je trouvais ça assez sage, par exemple. Ouais, ça, effectivement, c'est plus sage. Sachant que, effectivement, les opérations ne sont pas les mêmes si tu as quelqu'un en interne qui a les compétences pour devenir dirigeant et que tu viens coacher ou guider avec le dirigeant cédant qui reste un peu aussi pour faire l'accompagnement, de trouver quelqu'un en extérieur. Tu vois, ça s'appelle un MBI typiquement, Management Buy-in dans le monde des fonds. Je trouve un repreneur extérieur à la société pour reprendre et développer la société. Et la plupart des fonds ont très peur de ça dans le monde de la PME parce que c'est très risqué. T'as beau avoir le cadre de grands groupes ou la personne qui a déjà un bon track record, qui sait manager. En fait, tu sais le faire sur une typologie d'activité donnée à un endroit donné avec des gens que tu as recrutés potentiellement, mais venir dans une entreprise établie qui a toujours été gérée depuis 20 ans de la même façon et tu vas expliquer aux salariés que non, l'ambition n'est plus la même, qu'on va modifier progressivement la façon de faire des choses, qu'on va... C'est pas évident et il faut y aller tranquillement et donc je dis pas que ça marche pas, je dis juste que t'as quand même des taux d'échec qui sont pas anodins. Et vouloir le faire, se lancer comme ça en disant moi je mets de l'argent, je mets un repreneur que j'ai trouvé dans la boîte. Voilà. Déjà il faut trouver la société, c'est de la recherche, c'est très très long. Trouver le repreneur qui match avec le dirigeant cédant de la société, c'est pas facile, c'est extrêmement long parce qu'il faut qu'il y ait un matching quand même, parce que la personne qui lâche son entreprise, évidemment elle veut de l'argent, mais elle veut aussi s'assurer la plupart du temps. Elle a créé du lien avec ses salariés, donc elle veut s'assurer de la pérennité, elle veut savoir à qui elle vend. Mais elle veut pas vendre n'importe comment. Dans 6 mois, il y a tout le monde qui est viré, quoi. Exactement. Et donc, il faut qu'il y ait une cohésion qui se fasse. Et en plus, si la cohésion se fait, et si le lien se fait avec un repreneur qui vient pas dedans, qui met quelqu'un à la place et qui est juste en je chapeaute et je viens regarder de temps en temps si tout va bien, c'est pas évident. Je dis pas que c'est infaisable, que c'est mal vu ou quoi que ce soit, je dis que... Ça va être compliqué, quoi. En fait, tu vas passer énormément de temps à chercher des projets, à analyser des projets, à négocier des valorisations, à négocier des trucs, à chercher des repreneurs.
t'as 80% des cas, ça va pas se faire, ou tu vas arrêter rapidement. Tu vas pouvoir aller peut-être au bout du process d'un cas, mais qui va sauter à la fin. Enfin, ça va être une énergie folle. Si ça marche, génial. Mais peut-être que tu vas t'épuiser à rien faire de bien. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour notre société si dans les 10 prochaines années, 75% parce que ces boîtes-là, c'est pas ah bah merde, j'aurais plus mon petit sas, mais il y en a 10 autres qui fonctionnent. C'est là, plus de plombiers, des belles grosses boîtes. En fait, il va se passer quoi? Soit la plupart du temps, je pense qu'ils vont retrouver pour de la TPE un repreneur en interne. Les enfants, les salariés ou autres, tu viens reprendre. Mais le taux de boîtes qui ferment sans repreneur, je crois, elle est assez grande. Hein. Il y en a pas mal, effectivement. Il y en a pas mal. Ça crée des opportunités pour d'autres de créer des sociétés sur ces marchés-là. Donc toi, tu es confiant sur le fait que ça va se régénérer? Parce que c'est quand même énorme, 75%. Ouais, non, mais ça va se régénérer parce que s'il y a un besoin de marché, il y a des gens qui vont prendre ce besoin, c'est évident. Mais c'est vrai, comme tu le disais, les jeunes, aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'aller garagiste ou autre. C'est pas les trucs qui paraissent les plus cool, et pourtant et puis même ils ont pas envie. C'est des métiers qui seront pas digitalisés, quoi. Ouais. Donc et puis même moi ce que j'entends même dans les collègues que j'ai, les amis artisans, ils ont plus envie de recruter, c'est compliqué. En fait, il y a une vraie crainte de l'entrepreneuriat parce que ils disent putain, en fait, monter une boîte aujourd'hui, recruter des artisans ou dans des domaines comme ça, c'est très dur. C'est dur de trouver des bonnes personnes. Il y a une concurrence énorme aussi qui travaille au black. Enfin, c'est un milieu des milieux qui sont particuliers. Et même souvent, le côté management, en fait, ils en veulent pas. Ouais, ils en veulent pas. Mais j'ai l'impression que c'est un discours qu'on entend depuis très longtemps. Ok. Ça a toujours été. Gérer l'humain, c'est compliqué. Recruter, c'est compliqué. Il y a des charges sociales, des charges patronales. Il y a un risque social. Manager des gens, c'est un métier. Hein, il faut savoir le faire. Mais à un moment donné, si les gens veulent grandir, ils sont obligés de passer par là. Ouais. Donc, c'est une contrainte, mais c'est aussi une opportunité d'embaucher des gens qui vont aider à accompagner. Une petite dernière question pour la route. Si toi, tu devais racheter une PME, tu irais sur quel secteur? C'est une bonne question. Moi, j'aime bien les sujets de formation, je pense. Okay. Parce qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus. Les gens ont envie de progresser, ont envie d'apprendre, et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc je pense que je regarderai des sujets autour de la formation probablement. Okay. Voir comment amener un mix de présentiel, en ligne, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est des business qui peuvent scaler en plus. C'est ça qui est pas mal, c'est que la formation, tu peux le faire pour quelques personnes, pour 100, et voire beaucoup plus si tu fais du online, tu peux adresser le monde entier. Il faut trouver un secteur qui intéresse, qui a du potentiel à l'avenir. Enfin, je vois, il y a beaucoup de formateurs en ce moment qui se lancent sur l'IA, typiquement. Il y a pas mal d'intérêt. Mais même sur des choses peut-être plus traditionnelles, tu parlais tout à l'heure si on reprend notre exemple de plomberie, aujourd'hui, tu as les CAP, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen en fait, si, je connais un moyen de faire cette formation beaucoup mieux. On a investi dans une boîte qui s'appelle La Taloche, par exemple, qui t'apprend à devenir plombier en 1 semaine. Ils font des formations en ligne, et puis tu viens pendant 1 semaine, du matin au soir, tu as un petit box où ils te disent, tu montes une salle de bain, tu montes une cuisine, tu démontes la cuisine, tu répares la salle de bain, et pendant 1 semaine, tu fais ça non-stop, et à la fin de la semaine, tu es rincé, mais tu sais à peu près tout faire, et c'est même diplômant. Donc, en fait, tu as plein de trucs comme ça à digitaliser, ou pas d'ailleurs, mais sur la formation, moi j'aime bien. Et apparemment, ça se valorise bien en plus, une école. J'ai entendu, en tout cas, dernièrement, c'était à une conférence où les écoles, c'était un domaine, je sais pas c'était quoi le delta, le nombre, pas le nombre. Le multiple de valorisation. Apparemment, c'est assez bon. Ouais, c'est plutôt bien parce qu'encore une fois, c'est souvent des domaines en croissance. Et quand tu es sur des domaines en croissance avec
une récurrence quand même assez forte de la façon d'acquérir les apprenants, des apprenants qui viennent, etc., avec des pouvoirs d'achat de plus en plus forts. Ouais, les multiples... Et est-ce que tu penses que une école de formation de l'entrepreneuriat digital, ça aurait du sens où il y a déjà trop de trucs sur le marché? Parce que moi, je vois les gens qui sortent d'école de commerce, quand je les recrutais, je les trouvais nuls. Mais vraiment pas au niveau, et j'avais souvent les boules pour eux parce qu'ils avaient un bac +5, ils avaient payé cher leur école, et je les ai trouvés vraiment pas adaptés aux enjeux de comment tu fais une campagne publicitaire, les stratégies que moi je trouvais de base, et souvent je me suis dit putain, en fait il y aurait vraiment un truc à faire, quelque chose d'extrêmement concret, tu vois, une école avec presque il y a un projet. Tu vois, j'aime bien, je sais pas, t'as ton média, t'as une école de médias, mais t'as le média de l'école où les gens peuvent apprendre. Tu penses qu'il y aurait un marché là-dessus ou c'est hyper saturé? Non, je pense que c'est une bonne idée parce que, en réalité, alors c'est pas forcément le marché que je connais le mieux. Moi, je vois les boîtes un peu après, quand elles sont prêtes. Mais ce que je vois, c'est que tu as les formations très théoriques. D'écoles de commerce ou autres qui t'apprennent à devenir entrepreneur, mais tu as beaucoup de théorie. Et ensuite, tu pourrais dire que les incubateurs sont une sorte de formation mais généralement, les incubateurs, l'accompagnement est relativement léger, enfin, il est assez light. Donc non, je pense que c'est une très bonne idée sur... comment créer, apprendre de A à Z en mettant les mains dedans, en construisant au fur et à mesure, ça peut être puis surtout que intéressant. Moi, si on regarde par exemple, je crois que c'est l'école 42 de Xavier Niel, où en gros il y a du pratique directement. Moi, je me disais, tu vois, une école pour former des entrepreneurs dans le monde du digital, les profs, tu prends quasiment que des entrepreneurs qui viennent enseigner. Je sais pas, tu viens une semaine où tu expliques comment monter un projet, ce que tu me fais là, mais en mode plus développé. Mais si à ça est associé, je sais pas, un média, bah toi tu viens, t'es filmé, donc tu gagnes de la notoriété. Derrière les apprenants, bah, ils doivent apprendre à faire des pitchs, où ils travaillent avec des gens qui le font. Enfin, je me dis, il y a moyen de faire un truc hyper pratique. Et après, je dis ouais, mais bon, après t'as des grandes écoles, c'est un marché qui est saturé. Mais en même temps, mon côté un peu pirate du terrain, tu vois, moi j'ai appris sur le terrain, et je me rends compte qu'il y avait des décalages de fou. Avec des gens qui étaient passés par des grandes écoles. Alors oui, quand ils allaient dans des voies toutes tracées, ça leur servait énormément d'avoir Cage ou quoi, voilà, parce que c'était des réseaux. Mais quand il fallait passer en mode pirate pour monter des boîtes où tu n'avais pas forcément de fonds, il fallait se débrouiller, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'en fait, il y a plein de compétences qui peuvent être apprises et qui le sont pas, à mon avis. C'est comment tu pilotes une campagne de communication en ligne, campagne marketing, coder en même temps. Enfin, tu vois, tu as des écoles qui t'apprennent le code, d'autres le marketing, d'autres. Avoir une école très généraliste, très hands-on, qui met tout en main pour que la personne puisse créer sa propre boîte, je pense pas que ça existe. Enfin, pas à ma connaissance. Après, la question que j'aurais, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir fait cette école-là et être capable de monter le business toi-même tout seul, ou avoir fait une école théorique où tu sais t'entourer des bonnes compétences, où tu sais typiquement qu'il faut le spécialiste du marketing pour piloter les campagnes marketing, avoir le meilleur dev pour faire le dev. Mais il faut de l'argent pour ça. Et il faut de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu sors de là, si t'as pas l'idée de génie qui te permet de lever de l'argent, mais où tu vas recruter l'expert du marketing, l'expert de ça, en fait, tu es tout seul, ou tu es avec ton associé. Il faut tout faire. Donc, compliqué. Bah, il faut t'associer, trouver les bonnes personnes pour compléter l'équipe au départ. Et tu es obligé de monter un business. En fait, quand tu montes une start-up, tu veux monter un business qui est gros. Sinon, c'est pas une start-up. C'est juste monter une boîte. Et ça, effectivement, tu pourrais faire ça. Enfin, il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont en train de monter des startups alors qu'ils sont juste en train de monter des bons business. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, il n'y a rien de dévalorisé à ça, de monter une PME, de monter une boîte qui aura quelques millions de chiffres d'affaires, du résultat. C'est même d'ailleurs beaucoup mieux que... Tu vois, moi, mon sujet de cette chaîne, c'est Papa Patron Pèlerin.
Donc je m'adresse à des pairs entrepreneurs et je pense que l'aventure startup, c'est une aventure éreintante. En fait, si tu veux être gros, faut aller vite et il y a des énormes enjeux. Donc moi, j'ai plutôt tendance à me dire, il y a des saisons de vie. Mais viser une entreprise qui est rentable, qui te permet de te coucher le soir sans stresser de fou parce que tu as la pression des investisseurs derrière, c'est quand même un luxe sympa. Moi, ce qui m'a fait hésiter sur ce projet que j'ai depuis des années, c'est que, tu l'as dit au tout début, j'ai pas réagi, j'avais envie, mais c'est le bon moment, tu as dit, il n'y a que quelques élus, les entrepreneurs. Et c'est un peu mon enjeu, c'est que pour avoir fait un peu... tu vois, organiser des week-ends de formation ou participer à des conférences où je parlais d'entrepreneuriat. C'est comme si en fait les vrais entrepreneurs, ceux qui ont vraiment tu vois, le couteau entre les mains et prêts à gagner, en fait presque ils n'ont pas besoin de formation, c'est des guerriers de base et en fait c'est le terrain qui va faire d'eux des... Tu vois, ils vont les trouver leurs infos, tu vois, s'ils ont envie de parler, à apprendre comment une levée de fonds, ils vont s'arranger pour bouffer avec toi et comprendre ce qu'il en est et qu'ils n'ont pas besoin de passer par un... Ouais, mais après, si tu as un lieu où tu apprends tout avec un studio, des moyens, des compétences, si tu as accès à tout au même endroit, ça peut être ça peut avoir du sens. Hyper intéressant. Et le fait d'échouer, en fait, oui, il y a beaucoup d'échecs, mais j'allais dire, tous ceux qui ont réussi ont tenté. Sinon, tu fais plus rien. Et... Moi, c'était plutôt ma crainte de prendre du pognon à des gens en leur faisant croire qu'ils seraient un jour entrepreneurs alors qu'ils ne le seront pas. Et le principe d'une école, c'est de réussir à remplir. Au pire, j'allais dire, la formation, tu as appris plein de choses, des domaines variés. Enfin, je sais pas ce que tu prévoyais de mettre dedans, mais des domaines variés. Et si la personne se rend compte qu'à la fin, elle n'est pas faite pour devenir entrepreneur, au moins, tu vois, ça peut être aussi un des objectifs remplis, de se dire, moi, je suis pas fait pour ça. Il y en a qui sont des très bons exécutants, des très bons numéro 2. Et ça se trouve, ils peuvent se mettre dans la roue d'un des mecs qui a créé quelque chose. Et... Moi, je crois que aussi un des grands enjeux, c'est que des gens fous furieux qui ont envie de faire des projets, il y en a beaucoup, mais des numéros 2, si on peut dire, qui sont capables d'être fidèles, de ramener un peu de la rationalité et de faire le taf dur derrière et tout, il y en a, c'est limite eux les plus compliqués à trouver, qui comprennent le langage du visionnaire et que le visionnaire aussi comprenne. Donc oui, ça pourrait avoir du sens. Ouais, ça va souvent de pair. C'est quelqu'un d'un peu trop visionnaire, un peu trop développeur, a souvent des difficultés sur la partie plus gestion, et mettre les bonnes ressources et les bons moyens en face de veut toujours aller un peu trop vite, etc. Et donc il faut trouver des profils complémentaires. On revient à tes questions initiales sur comment on crée une équipe complémentaire dès le départ et comment nous on essaye de percevoir quelles sont les complémentarités dans l'équipe. Ouais, ça c'est important. Et ça, plusieurs fois, tu vois, typiquement dans les projets, quand on a quelqu'un sur un sujet où on dit ah ouais, lui on a envie d'y aller parce que le projet est canon, parce qu'il a la bonne vision, parce que il va pouvoir exécuter, mais par contre il manque ça dans l'équipe. Ça nous est arrivé de dire ok, on investit mais recrute très rapidement ce profil-là. Ça nous semble indispensable pour venir un peu canaliser ta fougue et ton ambition. Top. Merci David pour cet entretien. Merci beaucoup David. Ouais David, tu travailles sur quoi ? Je travaille sur un e-book uni pour réussir. 50 questions pour s'organiser une petite soirée en amoureux pour les couples entrepreneurs. Moi, je crois fort que la conversation crée l'union et que l'union crée la force et que c'est en discutant qu'on apprend à aligner nos projets. Et quand on est des parents entrepreneurs, on a besoin d'être alignés parce qu'on a peu de temps et donc c'est important que les cœurs soient alignés, soient de concorde, ils aillent dans la même direction. Ils regardent dans la même direction. Et donc, j'ai fait cet e-book parce que c'est super les conseils où il faut bosser comme un chien, se donner à 1000 à l'heure. Mais en fait, quand on a une famille avec nous 4 enfants, ça fait 15 ans qu'on est mariés.
On a monté 2 sociétés, on avait plus de 60 salariés. La vie, elle va très très vite. Et du coup, c'est important d'avoir des temps de qualité. Et du coup, ce que je te propose, c'est un e-book gratuit avec 50 questions qui sont un peu une base de discussion pour alimenter un temps pour parler du boulot, de vos aspirations, de vos limites, de vos projets pour le futur. Et ça peut être un dîner, ça peut être un long voyage en voiture. Moi, j'aime bien, quand on a des longs voyages en voiture, de pouvoir avoir une liste de questions. Et c'est un e-book gratuit. Et puis, quand tu t'inscris après ça, je t'envoie une série d'emails avec des pensées sur ce sujet du couple entrepreneur et des ressources pour pouvoir progresser, aligner ton cœur. Et parce que je crois vraiment que dans l'unité du couple, il y a de la force. Et on le voit avec des gens comme Alex et Leila Hormozi. C'est des couples qui sont beaucoup plus forts que les autres parce qu'ils sont unis, ils sont alignés, ils sont complémentaires. Et l'idée, c'est de t'aider à faire ça. Alors, télécharge cet e-book, c'est gratuit. Ça se passe en dessous.